Bonjour à tous. Merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup aussi aux artistes. On a eu la possibilité de faire une coutume pour marquer leur rentrée, leur prise de parole aussi à l'université. Ils nous ont demandé à pouvoir prendre la parole avec humilité et c'est avec grand plaisir que nous allons initier cet échange, cette rencontre. Je voulais juste situer la démarche qui vient d'une volonté collective avec l'équipe Eralo. Comme vous le savez, notre première volonté, c'est de contribuer à la circulation des savoirs. Et par circulation des savoirs, l'idée, c'est de faire en sorte que les savoirs produits par les chercheurs, les scientifiques puissent aller ailleurs que l'université, et inversement, que les savoirs produits par ceux qui ont des connaissances mais non institutionnalisées puissent entrer aussi dans le milieu universitaire. J'en dirai pas plus, je ne vais pas présenter les artistes, ils auront l'occasion de le faire, ils sauront mieux le faire que moi-même. Donc le format sera un petit peu différent de ce que vous connaissez déjà en classe et en séminaire, c'est volontaire. Simplement, après chaque présentation, il y aura un temps d'échange pour pouvoir prendre connaissance de vos questions, de vos remarques ou encore des commentaires. Merci beaucoup à tous. S'ouvrir sans s'ouvrir et sourire pour se mentir, grandir et se dire que pire c'est mieux que de rien vivre, virer de bord, de joie, colère, de haine, après pas, je sais pas si le choix s'impose. Choix reste mouvoir dans des sables mouvants pour voir s'il faut nous former, certes appuyant on sonne Dieu que dans les moments d'effort dur, mais la durée endurcit l'âme et resserre les murs deviennent paroles à voix haute, la calotte divague et le vague à la marotte, la graine de folie qui germe et devient palais enraciné autour d'un cœur meurtri, les meurtriers du temps, c'est ce que nous sommes, et des homicides divergent, les lèvres immergées dans les désirs, inavoués, la mine ébrouée à dévouer, le voleur repoué, enfouis dans les idées sombres, s'enfuit dans des fumées opaques sans pitié. Et c'est pas ça vivre, c'est apprendre à mourir qui veut 35 clichés, cette sale impression d'être plein de petits vieux, plein de petits bœufs. Mais y a pas de génie dans les parages, on n'a pas eu droit à autre chose qu'au droit de garage. Et ils ne comprennent pas nos rages, surtout à nos âges. Dans nos têtes, on a tellement plus de pages que ce qu'annonce la couverture. On couvre notre vertu pour pas qu'elle s'embrume, mais la pluie ne nous guette quand on se perd dans cette saleté perdue. Quelle aventure, quelle situation improbable on endure. Cette vie est si dure, ouais, ça c'est sûr. Mais vivre celle d'un autre n'est pas au programme, bien sûr. La douleur nous aide, elle est force créatrice. Elle élève même la rime la plus amatrice. Les neurones brûlent autant, leur donner du flow. Abat la valise, verse un grand cliché. Des déboires, vas-y laisse boire des déboires, vas-y laisse boire des déboires, vas-y laisse boire des déboires, vas-y laisse boire. L'espoir, souffrir sans souffrir et sourire pour se mentir, grandir et se dire que pire c'est mieux que de rien vivre, virer de bord, de joie, colère, de haine, après pas, je sais pas si le choix s'impose. Des fois les pleurs nous gagnent, mais on reste fort, pas d'autre alternative, nous mouvons la rage est salvatrice. La matrice nous a bouffé au point de ne plus dormir, alors on se gazétise en parlant de meilleurs avenirs. La ruine n'est jamais bien loin, mais nous on le sait, le brasier nous a vu naître, les flammes nous ont enlacés. Matelas et entre couverture fâche, et attitude on se gâche, on mâche nos mots en pensant à nos dépins, ils sachent que sans nos liens on aurait déjà quitté nos cages, l'aurait décoré de sorts et de sales images, l'aurait réputé à tort comme un pâle mirage. C'est pas le problème, on aussi en grand vie est réel. Les yeux au ciel, mais toujours rouge sur chaque tirage. Photomaton sous surveillance, plus de bienveillance. Les caméras sont les épées Damoclès de la méfiance, perdue entre croyances, déficience et défiance. Les déviances bernent notre clairvoyance, au point de changer le titane en faïence et de nous perdre dans l'immense merdier que nous avons créé ou toléré, peu importe nos rôles. Qui me dit mon consent, le pansement, mais les ridicules culpabilisent doucement. Alors laisse-moi pleurer sur nos sorts par moments. Et si nous avons des déboires, vas-y laisse boire. La douleur nous aide, elle est forte créatrice. Elle élève même la rime la plus amatrice. Les neurones brûlent autant, leur donner du flow. Abat la varice, verse un grand niche. Des déboires, vas-y laisse boire des déboires, vas-y laisse boire des déboires, vas-y laisse boire des déboires, vas-y laisse boire.
Merci infiniment. Je me présente, Kubi, artiste graffeur, rappeur, slammer, couteau suisse. La première question que je me pose en étant face à vous, c'est qu'est-ce que je fous là en fait? Très simplement, j'ai aucun de mes profs du primaire jusqu'au lycée qui aurait même cru que j'aurais le bac. Et encore moins, je pense qu'il y en a, ils feraient des arrêts cardiaques, des syncopes. S'ils me voyaient ici devant vous, ils diraient faites le taire vite. Attention, c'est un mauvais exemple. J'ai grandi dans une cité d'Aubagne. Et le hip-hop, c'est venu à moi comme Aubagne qui est à côté de Marseille. Et le hip-hop, c'est venu à moi comme une évidence. Et quand cette évidence est venue à moi, en 93, et quand j'ai pris une grosse claque avec le morceau d'Ayam, Je danse le milliard pour ceux qui connaissent, et l'album Ombre et Lumière. Benebi aussi, pour ceux qui connaissent, ce MC belge qui avait traumatisé la France à l'époque, BE2NYB. Mon nom à moi c'est Benebi, mais tu l'as deviné. Cette époque-là était juste folle. On était tout petits, tu vois, on avait 10-11 ans. C'était en mode, je suis de 83. C'était en mode, c'est quoi cette culture de dingue? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Et franchement, je pense qu'à la base, on ne savait pas ce que ça pouvait nous apporter. Réellement. On faisait le truc avec le cœur et l'âme. Aujourd'hui, le thème du séminaire sur lequel Ella Tiana nous a invités, et je suis très très honoré d'être ici, vraiment. Parce que si vous connaissiez mon parcours, je pense que vous hallucinerez de savoir que je suis là. C'est, est-ce que le hip-hop peut être une plateforme didacticielle? Je vais vous le prouver assez simplement. Personnellement, j'ai rien préparé du tout. Je suis pas prof, je suis pas universitaire, je vais pas me la raconter dans ce que je suis pas. Mais par contre, le hip-hop, il m'a appris énormément de choses sur moi-même et sur le monde qui m'entoure. Parce que quand j'ai découvert cette culture, avec beaucoup d'humilité, j'ai voulu savoir d'où elle venait. J'ai commencé à me renseigner, à regarder des documentaires, Style Wars, puisque pour le graffiti, c'est vraiment le truc primordial. Style Wars, c'est the documentaire à voir, qui parle du graffiti new-yorkais, de son évolution sur les trains, sur les métros, etc. Pourquoi ça en est venu là. Il faut comprendre un petit peu aussi l'histoire à l'époque, hein, dans les années 70. Les quartiers comme le Bronx, Harlem, etc. ont foutu le feu à des bâtiments. Pour ceux qui ont vu, peut-être qu'il y a une série qui est géniale, qui s'appelle Get Down, qui est sur Netflix. Pas de pub, mais bon, on peut la trouver sur Internet aussi. Et qui explique très bien ça, c'est qu'il y a des promoteurs un peu véreux qui venaient foutre le feu à des bâtiments, peu importe qu'il y ait des familles ou pas à l'intérieur, parce que les bâtiments étaient délabrés, il fallait reconstruire, mais ils n'avaient pas le droit de les détruire pour les reconstruire. Donc il y a une grosse crise immobilière dans ces années-là, une grosse crise du relogement, une grosse crise de... En fait, pour le petit peuple, parce que les riches continuaient de s'enrichir, c'était pas un problème. Et je pense que les jeunes avaient vraiment besoin de ça. Le hip-hop, ça a servi à quoi et ça sert à quoi encore aujourd'hui? À transformer des énergies négatives en énergie créatrice. Souvent, je prends cet exemple. J'ai 2 filles, une de 5 ans et une de 1 an. Si demain elles étaient rappeuses, par exemple, je préférerais qu'elles fassent un morceau où elles insulteraient la police, pour ne pas dire les mots, plutôt qu'elles allaient foutre le feu à un commissariat. Parce que la parole peut être libératrice. On le sait, quand on va voir un psy, c'est pour parler. C'est pour mettre des mots sur les souffrances. C'est pour essayer d'expliquer pourquoi on a mal. Et les pionniers de cette culture, ils l'ont très bien compris, dans les années 70, c'est que, je prends pour exemple, pour pas citer, je vais pas vous faire du name drop, vous donner tous les noms que je connais, vous étalez ma science, pour parler simplement d'Afrika Bambaataa, pour ceux qui le connaissent. Afrika Bambaataa est parti en Afrique, c'est un ancien membre de gang, ultra violent, donc qui a très certainement fait des atrocités. Et un jour, il a eu une révélation, il a eu une ouverture d'esprit. Il s'est peut-être dit que le hip-hop, c'était un porte-parole qui était bien plus important que simplement relater la violence qu'il vivait. Il est retourné sur ses traces à lui-même. Il est reparti en Afrique, dans sa tribu. Il a repris les vibes, les énergies, etc. Il est resté un bon moment très loin de New York. Et puis il est revenu avec la Zulu Nation dans son sac à dos. La Zulu Nation, c'est une organisation mondiale, aujourd'hui, qui est ni une association, ni une entreprise, ni une secte, contrairement à ce que les gens peuvent dire, qui défend les valeurs initiales du hip-hop, qui ont guidé le hip-hop jusqu'ici,
Pas pour tout le monde malheureusement, mais en grande partie, peace, love, unity and having fun. Pas besoin de traduire. C'est des valeurs qui ont été fondatrices dans le hip-hop, et c'est des valeurs qui ont amené à la connaissance de l'autre, de sa culture et de soi-même. Parce qu'avec la paix, on va vers l'autre. Avec le partage, on va vers l'autre. Avec l'unité, on se lie. Et ce qui s'est passé dans les années qui ont suivi, jusqu'à nos jours, pour ceux qui ont la radio et la télévision, on voit très bien que, pour prendre simplement l'exemple du rap, moi j'ai souvenir en étant jeune d'avoir comme modèle MC Solar. Une plume unique, plume de dingue, traumatisante. Moi pour l'époque, j'étais là, waouh, on nous apprend Rimbaud à l'époque, à l'école, tu vois le truc. Et il y a des mecs qui vivent de nos jours, mais qui n'ont pas à rougir devant ces gens-là, qui sont du patrimoine, certes, mais ils n'ont pas à rougir face à ces gens-là, ils ont une plume merveilleuse. Et nous, on les étudiait déjà ça. On avait une prof de français qui m'a donné l'amour du français d'ailleurs, parce que j'aimais pas du tout ça. J'avais des zéros, des moins de 12 en dictée, c'était n'importe quoi. Je faisais juste pas de faute à mon nom et mon prénom, c'est tout sur les copies, tu vois. Et elle m'a donné cet amour de la langue en fait. Parce qu'elle nous a appris des textes de rap qui moi m'intéressaient. Ça parlait de choses que je vivais au quotidien. Les fleurs du mal, c'est magnifique, on est d'accord, mais c'est pas des choses que je vis. Je fume pas d'opium, je chasse pas les dragons. Non, mais on est d'accord, tu vois le délire. Par contre, des mecs qui fument des joints en bas de ma fenêtre, oui, j'en avais tous les jours. Des mecs qui arrivent avec des grosses voitures devant chez moi en Audi TT, avec des femmes magnifiques à l'intérieur, oui, j'en avais dans mon quartier aussi, beaucoup. Mon quartier, c'était une grosse plaque tournante de la drogue. Parce que c'était extérieur à Marseille, et parce que du coup, forcément, il y avait moins de police, et du coup, plus de facilité à faire passer des choses. Donc nous, quand on est petit et qu'on a 10-11 ans et qu'on voit ça, on se dit, oh, mais moi aussi, je vis une Audi TT avec une jolie blonde à côté de moi. Ben oui, c'est logique, tu vois le délire. Sauf que moi, à cette époque-là, j'avais pas encore la conscience de ce que je faisais, mais je suis venu au graffiti. Il y a eu la danse, déjà, dans un premier temps dans ma vie, qui a été un passage grâce à Michael Jackson, paix à son âme, mais quand j'étais tout petit, je refaisais ses chorégraphies devant la télévision, tu vois. J'étais comme un dingue, je regardais les trucs, les concerts, et je dansais comme lui. Je voulais être Renoir quand j'étais petit. Je vous dis la vérité, c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Je voulais être basketteur, grand, regarde. C'est mort, tu vois le délire. Et au final, je suis arrivé par cette petite porte de la danse, mais surtout par cette grande porte du graffiti. Je comprenais pas. Moi, je voyais des noms sur les murs, je refaisais les mêmes sur mon sac à dos. Et un jour, j'ai rencontré un grand frère, par son âme, Héral, qui est mort en 2006. J'insiste là-dessus. Parce qu'il y a des gens qui meurent pour cette culture. Les gens ne s'en rendent pas compte tant qu'on n'est pas dedans. Héral est parti graffer un soir, il est tombé dans un toit, il est tombé de 12 mètres, il a laissé un petit kid de 3 ans à l'époque, Yanis, parce qu'il est allé jusqu'au bout de sa passion. Aujourd'hui, il y a des milliers de gens autour de nous, on en connaît tous, qui ne vont pas au bout des choses. Nous, on va au bout de ce qu'on fait. C'est une promesse qu'on s'est fait depuis le départ. Du moment où tu rentres dans un crew, pour ma part les TKO, c'est des lettres de noblesse qu'on te donne. C'est comme si tu étais adoubé. À vie, tu devras représenter ce crew-là. Il y a une notion de famille qui est assez énorme. Moi, j'avais pas de papa à la maison. Je vivais seul avec ma mère. Ses grands frères, c'était des pères pour moi. C'était des papas. Et Héral, un jour, me croise dans le quartier. Et j'avais son tag sur mon sac à dos. Il me dit, c'est toi, Héral? Moi. Oui, c'est moi. T'es sûr? Oui, c'est moi. C'est drôle parce qu'en fait, c'est moi. Barry. Et ce jour-là, il m'a expliqué. Il m'a expliqué les valeurs du hip-hop. Il m'a expliqué qu'on n'avait pas de règles. On n'avait pas de cadre. Mais on avait des codes. Des codes qui valaient bien plus cher que tout ça. Des valeurs de respect, d'humilité, de partage. Ça doit vous parler ici. Ces valeurs-là, moi, on me les a apprises depuis que j'ai 13 ans. Et ces valeurs-là, quand j'arrivais à l'école, elles n'existaient pas. En fait, on me disait, ouais, c'est bien beau ton graphe. Ma mère, la première, hein, le jour où à 30 ans, je dis, maman, c'est bon, maintenant, je vais vivre du graphe, il y en a marre. Elle me dit, mon fils, t'as pété une durite, en fait. Moi, on m'a donné les règles. On m'a dit, il faut avoir des diplômes. Pas de problème. Je suis allé à l'école.
Je vous dis la vérité, je faisais le minimum syndical. J'avais 11 de moyenne, j'étais content. J'ai eu mon bac L. Même moi, j'étais le premier surpris. Tu vois. Ils m'ont donné un bac. Donc, merci beaucoup. Je suis parti 5 ans à l'armée. Parce qu'à un moment donné, quand on grandit dans un quartier, on a 2 choix possibles. Je ne vais pas vous faire de dessin. Je dis, il faut que je quitte un peu cette ambiance-là. Il faut que je me barre loin, vite. J'ai très bien fait, puisque 13 de mes amis sont rentrés en prison 5 mois après. Et je suis parti à l'armée 5 ans. Quand je suis sorti de là, je suis parti reprendre mes études, j'ai fait un BTS. Bon, on rentre pas pour les mêmes raisons quand on retourne à l'école à 25 ans, je vous dis la vérité. Parce que quand même McDo il vous refuse, tu te dis, il faut peut-être que je passe un diplôme. À un moment donné, mon bac littéraire, à part faire bibliothécaire, il va me servir à rien du tout, tu vois. Mais du coup, je me suis retrouvé en BTS NRC, une branche commerciale. Et c'est tellement loin du hip-hop. Quand j'étais à l'armée, t'imagines, le jeudi soir, j'allais faire des trains. J'allais faire des vandales sur des trains à Saint-Raphaël. Je rentrais le matin à 6 du mat, juste pour le rassemblement, en moitié titubant, avec du chrome sur les mains jusque-là. Mes chefs de groupe, ils hallucinaient. Tu sors d'où, toi ? Qu'est-ce que tu fais la nuit ? Les autres, ils vont boire, picoler, et ils vont voir des prostituées. Toi, tu fais quoi pendant ce temps ? Ben moi, je graffe, en fait. Moi, je reste droit dans mes pompes et je continue mon truc. Ce qui semble être un acte simplement de vandalisme et de dégradation pour le reste du monde, nous, c'est un acte de vie avant tout, en fait. Moi, si j'ai pas le graphe, je suis mort. Le graffiti, le rap, ça m'a sauvé la vie. Je pèse mes mots quand je dis ça. Parce que ça a été des moyens de pouvoir ressortir ce qu'on avait de plus négatif en nous. Chose difficile qu'on vivait. Les pères absents, les copains qui tombent, que ce soit en prison ou même pire des fois. Toute l'ambiance qu'on vivait de violence, de bagarre, de tout ça, où il faut montrer que je suis un caïd. Alors qu'au fond de toi, en fait, tu rentres chez toi, tu regardes Titanic, tu pleures, tu vois. Non, mais c'est vrai, il faut dire ce qui est, c'est une réalité, en fait, dans les quartiers, tu vois, c'est qu'il y a des mecs qui font les roublards, et ils sont en mode, c'est quand j'ai une copine, c'est ma bitch et tout. Mais en fait, quand ils sont avec eux, c'est je t'aime, chérie, t'es trop belle. C'est la vérité, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, même dans les quartiers ici, je suis persuadé que ça se passe comme ça. Et le hip-hop, il avait cette réalité-là où on était humain. Et on l'est toujours. Et moi, je disais, en parlant avec Etienne, justement, il y a une chose que je ne comprends pas encore à l'heure actuelle. Le morceau que vous avez entendu, c'est un morceau de mon 6e album. J'ai pas eu de trou, tu vois. Tu me sors n'importe quel de mes morceaux depuis le premier, je les connais encore par cœur. J'étais pas capable de mémoriser des dates en histoire géo. Pourquoi ? Peut-être qu'à un moment donné, on ne savait pas m'intéresser aussi. Peut-être qu'à un moment donné, on ne savait pas se servir de ce qui, moi, me faisait vibrer. Tu vois, peut-être qu'on m'aurait dit, je sais pas, dans les années 80, le mur de Berlin, on m'aurait dit en même temps, Jay-Z sortait un album, je l'aurais redonné direct, la date. Je te dis une bêtise, tu vois, mais voilà. Elle est là, la réalité, et c'est là où moi, je suis intimement persuadé. On est sur le terrain tous les jours, on fait des ateliers avec les petits frères de partout, dans les quartiers, dans la Grande Terre, sur les îles, etc. Et beaucoup d'échecs scolaires, d'ailleurs. Et on voit qu'ils sont attentifs, tu vois, ils sont là avec nous. Donc ils ont les capacités. Pourquoi ils n'y arrivent pas ? Moi, il a fallu que je rencontre une prof de français dans ma vie. Je me rappellerai toute ma vie, elle était rousse, des taches de rousseur. J'étais trop amoureux d'elle de ouf. Non mais c'est vrai, je la reverrai maintenant, peut-être qu'elle c'est pas vraiment belle en fait. Tu vois, mais... Quand on est petit, on voit tout démesuré, c'est vrai. Tu vois, il y a des gens qui me paraissaient grands, au final, ils me paraissent toujours grands, ma taille, mais beaucoup moins, tu vois, du coup. Mais elle m'a donné le goût du français, elle m'a donné le goût de la poésie. À 11 ans, j'écrivais mon premier poème qui s'appelait Souvenir, une histoire d'amour, oh là là, de ouf. Et il sortait dans le petit journal du collège. Bon, j'étais trop fier de ouf, j'allais voir tout le monde. Hé, t'as vu, c'est ma poésie et tout. Ah, mais t'es une pédale, hein. Je fais des poésies. Je me suis fait traquer pendant 6 mois. Tout ça pour vous dire que le rap, ça peut grave aider pour le français. Et le graphe, il m'a fait rentrer dans des galeries aussi et des expositions. Jamais de ma vie j'y serais allé, tu vois. Jamais de toute ma vie. Voilà. Je vais vous demander, s'il vous plaît, d'accueillir un monsieur qui est pour moi très important aussi, parce que ça a été la première personne qui m'a connecté avec tout le milieu du hip-hop ici, et qui connaît bien plus les particularités du hip-hop calédonien. Et ce monsieur-là, il s'appelle Pablo.
Bonjour tout le monde, merci à vous d'être là. Bravo à Kubi quand même, parce que pour un mec à rien travailler, on va te mentir. Moi j'ai pas travaillé non plus, j'ai fait des récupérations de données, parce que avec un groupe de travail, depuis quelques temps, on a fait un groupe de réflexion sur le mouvement hip-hop, puis on avait fait une causerie en 2016 sur l'évolution de notre culture et la place de l'identité océanienne, calédonienne, dans le mouvement hip-hop local. Je vous ai préparé juste un petit, je vais faire rapide, c'est un petit résumé, juste parce que Kubi vous a fait un petit historique du hip-hop. Donc voilà, comme vous le savez, c'est une culture qui vient de New York. Elle a été datée, enfin c'est difficilement datable, mais en tout cas il y a des gens qui posent la date de 1974 pour la création du hip-hop. Donc vous voyez que ça a 45 ans aujourd'hui. Donc quand on dit que le hip-hop c'est une culture jeune, c'est un peu, voilà, c'est pas que c'est pas jeune, mais ça fait du temps que ça existe. Les gens le reconnaissent aujourd'hui. Le hip-hop, ça a pris une grande place dans notre société, vous le savez, c'est la musique aujourd'hui la plus streamée, la plus écoutée au monde. Les musiques urbaines, les musiques hip-hop, c'est les musiques les plus streamées, les plus écoutées au monde. Il y a d'ailleurs un baromètre qui a été fait pour la première fois en France en 2018, édité par l'IRMA, l'Institut de ressources des musiques actuelles, avec le Move, qui est une radio de la chaîne publique France Télévisions, une superbe radio hip-hop. Donc voilà, ils ont conjointement réalisé un baromètre des musiques hip-hop. Je vous invite à aller regarder parce qu'il y a plein de chiffres intéressants. En Nouvelle-Calédonie, le hip-hop, il arrive un peu tardivement, bien sûr, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. On a essayé de nommer 3 ères dans le mouvement hip-hop, et même aujourd'hui, je prends la liberté d'en créer une 4e. Alors, la première ère, elle commence au début des années 90 pour se finir en 2002. C'est ce qu'on a appelé l'émergence. La deuxième ère se situe en 2002 et arrive jusqu'en 2009, c'est ce qu'on appellera l'explosion. La troisième ère, elle naît à partir de là, 2009 jusqu'en 2017-18, c'est ce qu'on appelle la maturation. Et aujourd'hui, je me tâte à créer une 4e ère, puisque depuis 2017-2018 jusqu'à aujourd'hui et encore demain, on est en train de vivre quelque chose d'autre. Puisque comme vous le savez, la société elle évolue, les anciennes générations deviennent papa, s'arrêtent, maman, etc. Commencent à s'essouffler un peu, on trouve un boulot, on signe en politique, non je rigole. Et puis, et donc du coup, petit à petit, on s'arrête, et donc du coup, les nouvelles générations arrivent. C'est l'ordre des choses. Et les nouvelles façons de faire, les nouvelles façons de fonctionner, vous-même, vous appartenez à une génération qui est une autre génération que celle d'avant, c'est pas la même que celle qui arrive encore. Voilà, c'est des choses nouvelles. Rapidement, pour vous parler de ces ères-là, la première, donc des années 90 à 2000, il faut citer le collectif Apolstoa 33, qui avait la particularité d'être le premier collectif hip-hop, entre guillemets, de Nouvelle-Calédonie, avec les premiers danseurs, les premiers graffeurs, les premiers rappeurs. Il y avait quelqu'un, par exemple, qui s'appelait Didier Mendia. Je ne sais pas si ça vous parle, Didier Mendia, c'est une grande personne pour le mouvement hip-hop, puisque le papa de Wawilou, là, c'est lui qui a fait, par exemple, le premier graphe, entre guillemets. Vous vous rappelez du Nyctaclope, là, au CHT, Gaston Bourré, Nyctaclope. Vous voyez ce graphe c'est un fossile aujourd'hui, ce graphe. Vous voyez, on l'a tous connu. Vous vous rappelez de ce graphe, Nyctaclope? C'est lui qui l'a fait, dans les années 90. C'est quelque chose de respectable, puisqu'il est, à mes souvenirs, encore là. Je ne sais pas s'il a été vraiment, il est encore là. C'est exceptionnel. Aujourd'hui, dans le graphe, vous pouvez en parler à Kubi, qui est graffeur. Aujourd'hui, on pose quelque chose, 4 jours après, c'est déjà repeint ou déjà retagué par-dessus. On manque de respect ici, mais bon, ça c'est un autre domaine, je ne vais pas continuer. Voilà, on voit aussi Patrice Kaikilikofé qui se met à rapper dans ce collectif-là. Patrice Kaikilikofé, c'est aujourd'hui le président de l'association SIAPO. Il continue d'être actif puisqu'il est dans l'organisation, il a un gros réseau dans le Pacifique. Il fait venir des rappeurs de Samoa, Nouvelle-Zélande. Là, il y a des rappeurs du Vanuatu qui sont ici actuellement. Ils sont actuellement à Païta pour un concert. Voilà, super truc. Patrice, il continue et c'est super chouette. Fly qui dessine dans Le Chien Bleu. Fly, un super gars aussi. Voilà, un des premiers graffeurs calédoniens, il ne faut pas l'oublier. C'est là où on voit émerger aussi les premiers crews de danseurs, Yannès avec le grand frère de Siman. Siman aussi, il était tout petit en couche-culotte, il dansait déjà dedans. Mais il y avait son grand frère qui dansait dans Yannès. Yannès a fait un gros travail de popularisation et de démocratisation, j'ai envie de dire, du hip-hop, du breakdance, puisqu'ils sont, je ne sais pas comment ils ont fait à l'époque, mais ils allaient dans les collèges. À l'heure de la pause, entre midi et 2, genre nous on était à la cantine et tout, on faisait la queue, moi j'étais au collège de Normandie,
Et en plein milieu de la cour de récré, il y avait le morceau Lil Bow Wow là. Bah wow wow, youpi yo, youpi yeah. Vous vous rappelez de ce morceau? Ce morceau retentit, damn, qu'est-ce que c'est? On dit pas damn, c'est comme en 5e, à se faire le mal américain. En fait, du coup, on courait, on se rassemblait, on croyait qu'il y avait une bagarre, et en fait il y avait 4 mecs, 4 jeunes canaques de l'IFO, comme ça, en train de smurfer, faire des trucs de ouf. Et nous on était là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Boum, première apparition du hip-hop dans nos vies. Damn. Non, mais... Donc c'était quand même puissant de voir ça, et pour nous ça a été un sacré choc. Voilà, il faut noter aussi qu'à cette période-là, il y a le festival Equinox qui travaille avec des danseurs locaux, puisque du coup il y a les premiers danseurs locaux qui commencent à émerger, on l'a dit avec Yannès, d'autres groupes comme Freestyle ou Lance. Donc le festival Equinox, représenté par Monsieur Toraï aujourd'hui, qui est là. Il y a la venue de Najib Gerfi, la compagnie Kafik, tout ça c'est des choses à noter, puisque c'est des premiers spectacles avec des danseurs hip-hop qui viennent, et puis Najib Gerfi a fait un travail aussi avec des danseurs locaux plus tard, un spectacle qui s'appelle Les Damnés. Donc voilà, des gens comme Franck Gadefé qui tient l'école One Step aujourd'hui, Émile Chaillet qui est toujours prof de hip-hop là-bas du côté du Mont d'Or, voilà, Linda Kurtovic, Pio qui est une légende dans le mouvement hip-hop puisque c'est lui qui a créé Silent Breakers, voilà, Ronache, Nasser, etc. Bertrand Nasser qui était le directeur de la maison commune de Tuban il y a quelques temps encore. Voilà. Deuxième ère, elle arrive en 2002, je vous l'ai dit, c'est l'explosion, puisque du coup, il y a énormément de crews qui explosent à ce moment-là. Donc Pio, je vous en ai parlé, il crée le grand crew, Saiyan Breakers Crew, qui pendant quelques années est the crew à abattre. Il y a du côté de Rivière Salée Résurrection, qui en 2002 se lève et dit non, on est là aussi. Il fait un gros travail dans les quartiers populaires avec des discussions, des temps de parole, etc. Ils font un gros travail aussi dans l'animation et le socio-culturel, c'est à noter. Du côté du Mont d'Or, ça break du côté de Colbaro. Dans mon quartier à Yahweh, ça s'est levé aussi parce qu'il y a YFD, Yahweh Full Dawa ou Yahweh Freestyle Dancer qui se sont réveillés à ce moment-là avec 2 générations de danseurs qui se sont suivis. Mais voilà, ils étaient là. Au pied des tours de Magenta aussi, il y a le groupe Varial Evolution d'Astro et les Bisounours de Maguet qui fusionnent pour donner UBC, Urban Breaker Crew. Simon? Oui, voilà. T'as pas suivi. Voilà, on a un lieu qui devient hyper symbolique, c'est le damier. Le damier, vous le savez, ce damier-là, c'est vraiment quelque chose d'important, le damier. Il faut s'en rendre compte, pour les danseurs hip-hop, du moins de cette génération-là, c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui, on a des danseurs qui, même s'ils sont plus danseurs, ils traversent la place des Cocotiers, ils sont obligés de faire un détour au damier pour toucher le sol, en guise de pèlerinage. C'est vraiment hyper important, il faut s'en rendre compte. Le damier, c'est un espace hyper symbolique. Il y avait là-bas les premiers Battle Underground à 100 francs, où chaque danseur mettait 100 francs dans une casquette, et puis le gagnant du battle, il repartait avec la casquette remplie de 100 francs. Trop stylé. On avait du côté du rap, parce que là je parle de la danse, du côté du rap il y avait aussi le label entre guillemets Qu'est-ce qu'il y a production qui s'est monté avec Ibalkan qui a été un des plus gros rappeurs, du moins de par la popularité. Ils avaient un crew qui s'appelait Vandal Position, donc avec DJ SE qui est encore présent, voilà, Ibalkan, Kidam qui était aussi dans ce collectif-là. Ils ont fait beaucoup de choses, ils ont fait des mixtapes notamment, DJ SE il a fait pas mal de mixtapes. Donc ça, les mixtapes c'est une sorte d'album collectif où de nombreux rappeurs ou rappeuses pouvaient venir enregistrer, c'était publié sur CD. Donc aujourd'hui ils ont arrêté de faire ça, mais il y a un autre collectif qui a pris la suite de ça. Au niveau du graphe, il y a la naissance du crew ATM, qui est un gros crew avec Yexo, Hensley, etc. Il y a beaucoup de gens. Il y a Zion qui se met à graffer aussi du côté du Mont d'Or. Il y a le 738 crew STE qui est actif aussi. De ce qui reste aujourd'hui, c'est des graffeurs comme Kesta, Sela, ou voilà. Donc c'est l'explosion des pratiques en quelque sorte. Et il y a de plus en plus d'événements qui font appel aux danseurs et qui mettent en avant le hip-hop. Il y a un événement qui s'appelle Stop la violence en 2006. Voilà, c'est des événements qui sont dédiés à ça. Et puis on a quelqu'un qui s'appelle Alexia Duchesne qui arrive et qui propose des réunions avec le mouvement hip-hop et différents partenaires. Et ensemble, ils réussissent à mettre en place un festival qui s'appelle Pour Exister. Voilà. Il y a quelque chose... Voilà. Festival Pour Exister en 2009. 2009, c'est donc l'ère de la maturation qui démarre. On a une structure exceptionnelle qui émerge aussi, qui s'appelle le Rex Nouméa. C'est le temple du hip-hop. En 2009, les gens ne parlaient pas grand-chose dessus, mais aujourd'hui, on a prouvé après 10 ans que c'est un lieu
où se côtoient les énergies, où se créent les choses, où bouillonnent les cerveaux. Et donc il y a énormément de choses, ça apporte plein de choses, je pourrais en parler des heures. Donc 2009, voilà, création du Rex, le festival pour exister. Il y a Riyad qui vient avec le Pokémon Crew, qui sont champions du monde quand même, c'est un crew de breakdance originaire de Lyon. Ils viennent pour faire des formations, ils viennent pour organiser le BOTY. Donc ils placent la Nouvelle-Calédonie quand même sur la carte mondiale des battles de hip-hop. C'est-à-dire que dans chaque pays, il y a des gros battles pour accéder au championnat du monde. Et la Nouvelle-Calédonie, à cette époque-là, avec tous les danseurs qu'on a, on avait beaucoup plus de danseurs qu'aujourd'hui. Il faut s'en rendre compte, aujourd'hui, il y a beaucoup moins de danseurs qu'à cette époque-là. On avait une quinzaine de crews. Aujourd'hui, je crois qu'on compte sur le doigt d'une main les crews présents. C'est bien ça ? 5. Il y a 5 crews aujourd'hui. Il y en avait une quinzaine à l'époque. Il faut se rendre compte que c'était vraiment exceptionnel. Mais voilà, c'était l'époque. On allait danser pour une canette de coca et un t-shirt Ville de Nouméa. Et c'était comme ça. Et on était très contents d'aller faire ça pour ça. Aujourd'hui, les choses ont changé. Voilà, donc le BOTY Pacifique, enfin le BOTY qui était venu ici, donc le Battle of the Year, c'était quelque chose d'exceptionnel puisque du coup c'était des sélections pour partir en métropole, pour participer au championnat de France et peut-être espérer participer au championnat du monde. C'était des sélections en fait. Et donc du coup en 2010, c'est Résurrection qui gagne le premier battle et qui part en métropole. Après il y a eu UBC, après il y a eu SBC, etc. Tous les crews ont eu la chance de partir. Ça s'est passé plus ou moins bien. Mais bon, voilà, ils ont représenté. Il y a eu même des expériences de Dream Team qui ont été inventées parce qu'on a vu qu'avec des crews, on n'arrivait pas trop à s'en sortir. Donc on a créé des Dream Team. Donc on a pioché les meilleurs danseurs du territoire pour en faire une Dream Team. On a envoyé là-bas. Ils sont arrivés 4e, je crois, dans le meilleur score. C'est ça ? 4e. Sélection française. Puissant. Sur 7. Voilà, j'ai terminé. Voilà, on a plein de compagnies de danse aussi qui fréquentent le Rex Nouméa, notamment les Damé, Nian, Possué, Origine, la compagnie Moebius, Troc en Jambes, etc. Tout ça, c'est des compagnies de danse à la base contemporaines, ou pas forcément. Hein. Par exemple, pour Possué, c'était quand même le hip-hop qui est à la base, il va en parler, Soufiane. Mais c'est des compagnies qui s'ouvrent aux danseurs hip-hop. Et on a les danseurs hip-hop qui sont issus des quartiers populaires, qui ne sont pas issus de ce monde-là, qui vont petit à petit se rapprocher de ce monde de la création, de la danse contemporaine, etc. Pourquoi pas prendre des cours, danser sur des spectacles, partir en tournée. Soufiane a été le premier gars, un des premiers gars à envoyer en tournée des danseurs calédoniens en Nouvelle-Zélande, etc. Ils sont partis. Les mecs, ils sortaient du quartier, avec le hip-hop, ils sont partis danser dans des pays étrangers. Ils ont fait des tournées en France, en Nouvelle-Zélande, à droite à gauche, dans le Pacifique. Et ça a été quelque chose d'exceptionnel quand même pour le milieu hip-hop calédonien. Voilà. Il y a aussi énormément de groupes qui se montent en association, donc ça c'est bien, c'est une structuration du mouvement. On a SFA avec Émile Chalier qui se mettent à organiser des choses, des événements, des battles, demander des subventions. On a Résurrection, Urban Evolution, voilà, diversité, etc. Donc tout ça c'est très important. Je dis que les choses ont changé depuis peu parce que, comme je vous ai dit, avec les nouvelles façons de faire, de communiquer, les choses ont changé. Voilà. Avant, dans le mouvement hip-hop, quand ça allait pas, ou quand on organisait un événement ou quoi que ce soit, on avait des palabres, des temps de parole. Aujourd'hui, ça a disparu. On a du mal à rattraper les gens, mais je pense que c'est un constat de société qui fait qu'aujourd'hui, on communique par mur virtuel. Voilà. Ouais. Voilà. Ok. J'espère avoir été plus ou moins clair. Mon souhait, c'était de vous parler un petit peu du mouvement hip-hop local. Il faut bien se rendre compte que le mouvement hip-hop local, je terminerai là-dessus, a une identité calédonienne qui lui est propre. Aujourd'hui, avant des battles, avant d'aller quelque part, il y a une coutume qui se fait, il y a un geste. Avant tout discours, voilà, avant tout événement, voilà, il y a un discours, il y a des palabres qui se font. Il y a, grâce par exemple, Résurrection par exemple, il y a eu un travail de réappropriation de la coutume grâce au hip-hop. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes de quartier de Rivière-Salée, par exemple, qui n'ont pas forcément grandi avec, pourtant, d'origine kanak, ils n'ont pas grandi avec ça ou ils n'ont pas eu dans leur éducation. Et grâce au mouvement hip-hop, ils sont revenus à ça. Puisque le collectif, la communauté hip-hop, a mis en place ce genre de choses, qui est naturel dans ce pays. Et grâce à ça, ils se sont réappropriés ça. Alors, c'est des choses à noter quand même. Il y a plein d'autres choses qu'on peut citer. Les graffeurs calédoniens
n'hésite pas à faire des motifs polynésiens, des chambres en kanak, des sculptures, etc. On voit cette inspiration océanienne présente dans le graphe. Dans le slam, le rap, il y a des mots, des expressions qui nous appartiennent. Il y a, voilà, je ne vais pas vous citer toutes les expressions, la dernière fois on en avait parlé, il y a plein d'expressions calédoniennes présentes dans le rap et le slam local. Il y a des rappeurs et des slammeurs, Siman ou Resh, qui rappent dans leur langue. Resh, il rappe en djéou. Siman a écrit des slams en djéou. C'est important de valoriser cette identité-là dans notre culture, parce que la culture hip-hop, elle vient d'ailleurs. Mais sinon, ce qui est important à nos yeux, c'est de se l'approprier et voilà, de le faire vivre à notre image. Voilà, c'était un petit peu le message que je voulais vous faire passer. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette introduction de Pablo et moi-même? Oui, Julie. Attends, le micro. On va prendre le micro. C'est mieux. J'arrive. Merci messieurs pour ce très très bel exposé. Moi j'ai une question du coup que je pose à vous professionnels du secteur, osons appeler les choses comme elles sont. C'est quoi pour vous les enjeux du hip-hop calédonien justement, du hip-hop calédonien pour demain? Vous avez 2 minutes. L'indépendance, c'est un jeu. Les enjeux du hip-hop calédonien, ne pas se faire manger. Ne pas se faire manger. Ne pas devenir juste un business, comme dans notre pays. Ouais. On garde nos valeurs. Je pense qu'il y a un aspect monétaire qui est aujourd'hui présent, parce qu'il y a eu beaucoup d'argent. Il y a eu beaucoup d'argent là, pendant quelques années, il y a eu énormément d'argent, de subventions, de choses. Aujourd'hui, moi par exemple, j'organise des tournées avec des jeunes qui viennent de se mettre à rapper. Hein. Et quand je leur propose des dates, ils disent « Ok Pablo, mais c'est payé combien ?» Je dis « Petit frère, moi pendant 15 ans j'ai rappé sans un sou. J'ai organisé des open mic, j'allais aux 4 coins de la ville, on rappait dans la rue, on rappait dans des bars, on est monté sur des scènes, on est allé jusqu'à Koumak pour rapper, tu te rappelles? Gratos. Je suis là que depuis 6 ans. Et donc aujourd'hui, l'aspect monétaire, puisque du coup on a réussi à accéder à beaucoup d'argent pendant un moment, et moi je dis ça, mais en même temps je fais partie de ceux qui aujourd'hui demandent de l'argent, et pour pouvoir rétribuer à ceux avec qui je bosse, tu vois. Mais je pense que du coup cet aspect monétaire-là, il est dangereux, il faut qu'on arrive à le maîtriser. Il faut bien le gérer. Effectivement. Et je pense qu'aussi il y a un enjeu certain, parce qu'on est sur le terrain en atelier. On est sur le terrain en atelier avec beaucoup de jeunes, et on récupère beaucoup de jeunes qui sont en échec scolaire. La question est de se poser, est-ce que là où l'école échoue et où des intervenants artistiques réussissent, est-ce qu'on ne pourrait pas faire les choses avant qu'il y ait un échec, en étant tous ensemble, tu vois? Je sais pas, c'est une question que je me pose, tu vois, mais je pense que sur l'avenir, il y a réellement quelque chose, et justement quand on parle de plateforme didacticielle, je pense que la vraie question elle est là, parce que nous quand on récupère les jeunes en échec scolaire qui font des ateliers pendant 2 semaines avec nous et qui finissent par prendre une formation professionnelle et à se relancer dans la vie alors qu'ils faisaient que zoner au quartier, c'est qu'ils n'avaient pas besoin de grand chose au final, c'est pas, je sais pas, Dieu le Père, tu vois, juste montrer comment on faisait un graphe, tu vois, c'est rien quoi, mais ils avaient des horaires, ils devaient respecter ces horaires, ils faisaient quelque chose qu'ils kiffaient, peut-être qu'il y a un mécanisme qui se met en place dans leur tête, est-ce qu'on peut pas faire ça avant, en étant ensemble? C'est une question. On avait juste le temps pour une question. Excusez-nous, on est obligé. Je suis la maître du temps ici cet après-midi. La maîtresse du temps. Merci beaucoup en tout cas, merci pour votre écoute, merci. Merci les gars. Bonjour à tous. Je m'appelle Soufiane. Je suis danseur. Il y a une époque, je vous aurais dit, je suis danseur hip-hop. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, je suis artiste. L'évolution, elle se fait de manière, comment dirais-je, de manière naturelle. On parlait tout à l'heure d'éducation, on parlait de cursus,
On a parlé avec Kubi, et c'est très intéressant ce que tu disais, Kubi, sur ta conclusion par rapport au rôle que peuvent avoir des artistes dans l'éducation. Et je pense qu'on est là aujourd'hui pour parler de ça. Comment on peut créer une passerelle ou développer des choses avant l'échec scolaire, avant cette phase d'échec, ou après, peut-être, si on ne peut pas le faire avant. Souvent, on nous appelle pour faire ça après. Donc nous, on ramasse, il faut déjà qu'on ramasse les dégâts, et puis ensuite, on peut se poser la question à savoir, bon, comment je vais te tirer de là ? Qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour faire en sorte de rattraper à un moment donné, non pas les maladresses, mais peut-être un certain manque de pertinence parfois de l'école, tout simplement. On a tous des choses à y apprendre, mais je pense que le but c'est d'avoir des intérêts particuliers dans des matières ou dans un système scolaire. Ça peut être des profs parfois. Moi je sais qu'aujourd'hui si je suis bon en anglais c'est grâce à une de mes profs, ce qu'il disait tout à l'heure Kubi. Donc ça peut être des liens, ça peut être grâce à des enseignants, mais ça reste que des petites bribes de chance. Je vais appeler ça une chance. Bref. J'ai préparé un petit peu mon travail. Mais avant, je pense qu'il y a une chose qu'il est nécessaire de resituer un petit peu. C'est qu'on a bien joué les mecs. Pablo et Kubi, ils ont parlé, ils vous ont fait une petite introduction sur le hip-hop. Mais c'est vrai qu'on ne vous a pas dit de quoi a été composé le hip-hop. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le savent, je pense que ça peut se deviner. Vous êtes à l'UNIF. Voilà. Mais ça fait aussi partie de notre rôle que de réénoncer un petit peu les choses, et même les choses évidentes. Parce que c'est pas toujours évident. Pour nous, ça l'est, peut-être pas pour vous, au final. Le hip-hop, c'est une culture qui est composée d'arts. Les arts du hip-hop, dans les arts du hip-hop, on peut y compter. Je n'ai pas la science infuse, hein. Excusez-nous, parce que peut-être que des fois, on peut se tromper ou avoir des réponses qui ne sont pas tout à fait exactes. Mais presque. On a fait quand même un bon petit tour du sujet. Dans le hip-hop, on a le rap. On a le graphe. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? La danse. Merci. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Beatbox, yes. Et le DJ, oui. Est-ce que j'en ai oublié ? Non. La connaissance de soi. Ouais. Le slam par rapport au rap, alors c'est pas pareil. Le slam, on est préparé. Il n'y a que ici qu'on intègre le slam dans le hip-hop. Il n'y a que ici. Le slam n'appartient pas du tout au hip-hop. En Calédonie, parce que c'est simple de faire des passerelles, on le met dans ce mouvement-là. Parce que c'est devenu aujourd'hui un sac à dos où on met plein de trucs. Aujourd'hui, on voit même du dancehall dans le mouvement. Mais les puristes diront que non, le slam, ça n'a pas. C'est de la poésie, c'est une forme de poésie, c'est une forme de... Effectivement, on parle de manière brute dans sa création. Le hip-hop, c'est ça. Le hip-hop, c'est ça. Le hip-hop, c'est aussi un slogan qui vient de cette famille de la Zulu Nation, qui est Peace, Love, Unity and Having Fun. D'accord ? C'était important pour moi de resituer juste ça. Maintenant, je veux aussi resituer une chose, c'est qu'on parle du hip-hop aujourd'hui,
Mais si on parle du hip-hop aujourd'hui, c'est en tant que culture. En tant que culture et en tant qu'ensemble d'art. Et c'est-à-dire que ce côté salvateur, quelque part, ce côté didactique, on peut, et c'est important de le souligner, on peut le poser aussi sur d'autres cultures et sur d'autres arts. Il n'y a pas que le hip-hop qui permet de réussir à l'école ou de développer des valeurs ou de devenir quelqu'un. Seulement, le hip-hop, qu'est-ce qu'il en fait cette particularité? Comment ça se fait qu'aujourd'hui on trouve le hip-hop dans quasiment le monde entier? Que ce soit dans les plus grandes villes ou dans quelques tournées de stage ou de résidence qu'on a fait au fin fond du Vanuatu ou au fin fond de Fidji ou au fin fond de Java, dans des villages. Il y avait des danseurs hip-hop. La chose qu'on s'est demandé, c'est... Simone, t'es sûr qu'il y a des danseurs hip-hop ici? Oui. Ok. Et il y en avait. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui... C'était pas des endroits urbains, forcément. C'était pas New York, c'était pas Paris, c'était pas Nouméa. Qu'est-ce qui fait que le hip-hop, il est partout aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'on l'écoute, qu'on le regarde, qu'on le danse et qui touche nos jeunes plus que le système en lui-même? C'est un système à part entière qui, lui, attire nos jeunes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les institutions, beaucoup, s'en servent comme outil pour toucher les jeunes. Avec plus ou moins bonnes intentions. Après, c'est à nous, acteurs aussi, de driver l'ensemble. Mais c'est un fait. C'est un fait. Aujourd'hui, le hip-hop, il touche. Le hip-hop, il est écouté, il est regardé, il est entendu plus que les profs de l'école, par exemple. Moi, je suis pas là pour développer... Je pense que c'est une réflexion qu'on peut tous un peu se poser. D'accord? Moi, mon principe, mon but, aujourd'hui, c'est de vous faire comprendre et de vous faire ressentir comment, dans un système éducatif ou dans un système pédagogique, comment on peut utiliser des matières du hip-hop pour développer des connaissances ou pour inciter l'envie à la connaissance, la motivation pour accéder à la connaissance. Donc je vous propose une petite mise en situation très simple. Je suis allé chercher sur Internet des notions scientifiques. Parce que moi, mon but, étant donné qu'on est à l'université, c'est d'aller vers vous. C'est de vous toucher. L'université, on y apprend des savoirs, des notions scientifiques. Donc je suis venu vers vous et moi, j'ai été chercher quelques notions scientifiques. Mathématiques, physique. Pas de niveau universitaire. Collège 3e. Je vais vous faire une petite devinette. Sur Terre, on peut le définir de la manière suivante. Il s'agit de l'action gravitationnelle exercée par la Terre sur un objet. Qu'est-ce que c'est? Bravo! Exactement. Qu'est-ce que le poids? Le poids, c'est une notion simple. C'est une notion parmi un milliard d'autres notions. Mais c'est une notion dont on se sert énormément dans la danse. Entre autres. Donc maintenant, si vous voulez bien ne pas être que consommateur, je vais vous demander de vous lever. Et on va faire juste une toute petite mise en situation très très simple. Je vais avoir besoin que de vos mains, vos deux mains. Very nice.
Merci beaucoup. Je salue la motivation. Merci. Le soutien. Cette mise en situation, elle a été préparée, mais comme tous les bons artistes hip-hop, pas que hip-hop d'ailleurs, mais il y a une partie d'inconnu. Moi, je ne sais pas comment vous allez répondre à mes premières consignes, ce qui fait qu'on va créer quelque chose aussi ensemble. D'accord ? Sinon, tout est là. Mais ça m'intéresse aussi de travailler avec l'humain. Première qualité pédagogique, travailler avec ceux que vous avez devant vous. On essaie d'aller vers. Prenez juste une main. Et l'autre, en dessous, la paume ouverte. Lâchez votre main dans votre autre main. Laissez-la retomber. On recommence. On la remonte et on la laisse retomber. Ok. Encore une fois. Et on la lâche. Essayez de la lâcher réellement. C'est pas si simple. Augmentez un petit peu la distance et lâchez. Ok. Allez. Ok. Vous sentez le poids de votre main ? Exactement, de la main et du bras aussi, légèrement. D'accord ? On peut aller loin. Parce qu'on pourrait faire ça juste avec le coude, etc., etc. Maintenant, je vais vous demander une chose. Par rapport à cette notion scientifique du poids, on a parlé de la gravité. L'art, sa capacité, c'est de détourner les notions, de s'en servir pour un propos, et de développer ce propos pour un message, pour simplement une expérimentation, ou faire prendre conscience de certaines choses. Donc maintenant, je vais vous demander d'effectuer ce même geste, sauf que la main qui va recevoir le poids de votre main, de votre autre main, ne sera plus, non pas en bas, mais elle va être soit en haut, soit sur le côté. Essayez de retrouver la même qualité, la même notion, mais en travaillant autrement. Changez l'axe, simplement l'axe de chute, quelque part. Vous comprenez ? Est-ce que c'est possible ? Peut-être. Oui ? Non ? C'est difficile, mais est-ce que ça vous semble impossible ? Il y a une recherche à faire par rapport à l'analyse de qu'est-ce que c'est exactement ce mouvement de ma main qui tombe dans l'autre main ? Qu'est-ce que je ressens et quelle vitesse et quelle masse, etc., etc. À partir de ça, vous pouvez essayer, en ajoutant soit de l'énergie, de la force, vous pouvez essayer de recréer un mouvement similaire. Ok ? Essayez. Cherchez. Retrouvez le mouvement d'origine vers le bas et essayez de retravailler sur le côté vers le haut. Ok. Je suis en train de sélectionner les danseurs. Notion. Qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas, c'est intéressant. Ça a le mérite de l'être. On définit de manière analogue le poids d'un objet sur d'autres astres. Sur Mars, le poids d'un objet correspond à l'action gravitationnelle exercée par Mars sur cet objet. Sur la Lune, il s'agit de l'action gravitationnelle exercée par la Lune sur cet objet, etc., etc. Les planètes, on peut essayer de les considérer comme des univers imaginaires.
Okay. J'ai cette même mise en situation avec mes élèves. Maintenant, je vais leur dire, dans votre imaginaire, en enlevant la gravité, faites ça comme si vous étiez sur la Lune. Cherchez. Et si on part du principe que dans l'art, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, toutes les réponses peuvent être bonnes. C'est les vôtres, tout simplement. Qu'est-ce que ça peut être? Je suis jamais allé sur la Lune, moi. Qu'est-ce qu'on a? On a un rebond. Une notion essentielle dans la culture hip-hop. Le rebond. Tant dans le physique du danseur que dans l'imaginaire. On rebondit sur des actions négatives ou sur des pensées négatives pour aller vers le positif. On rebondit, on se relève. Concrètement, le rebond, si vous arrivez à l'observer chez les danseurs hip-hop, c'est quasiment que ça. En tout cas, dans le travail du break, on a une base énorme que de rebond. Quelque chose. C'est tout beau. Donc, maintenant, que vous êtes intéressé sur la notion de poids et qu'on a fait une petite mise en situation, je vais vous demander de reprendre juste la première mise en situation avec la main sur terre qui lâche dans l'autre main. Allez. Ok. Maintenant, ensemble. On va travailler sur une mise en temps, puisque la danse, c'est votre corps dans un temps, dans un espace, entre autres. Donc, lâche un temps, d'accord? Ça fait voilà. Monte, 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 monte. Lâche. Voilà. Tac, 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 rap. Tac, 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 boum. Tac, 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 tac. Ok. Là, on a une matière. C'est-à-dire que grâce à une notion, je résume, hein, d'accord? J'ai vraiment pas beaucoup de temps. Je résume. Grâce à une notion scientifique que je suis allé chercher, simple, je fais travailler mes élèves et je leur fais comprendre physiquement ce que j'aimerais qu'ils puissent comprendre intellectuellement. Parce que tout le monde, et on le sait maintenant, c'est plus que prouvé, ne comprend pas toujours les choses de la même façon. Il y en a qui ont besoin de voir, il y en a qui ont besoin de sentir. Moi, si on m'avait fait comprendre le poids comme ça quand j'étais jeune, peut-être que je serais mathématicien ou physicien aujourd'hui. Peut-être, ou pas. Ou danseur. Danseur, c'est déjà pas mal, je crois. Maintenant, vous avez une base brute. Vous allez me dire, oui, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Dans quel chemin on peut aller? Parce que là, vos élèves, ils ont compris ce que c'était que le poids. Le poids de leurs bras, en tout cas. D'un bras. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Peut-être leur faire prendre conscience de ce poids sur d'autres parties du corps. Et peut-être sur le corps entier. Pourquoi pas? Ce qui m'amène
Ce qui m'amène à un autre savoir scientifique qu'on appelle mouvement de translation. Good. J'ai besoin de 3 volontaires. 3 volontaires, s'il vous plaît, venez, approchez. Tiens, tu peux jouer aussi si tu veux. Mais non. Un mouvement de translation. Qu'est-ce qu'un mouvement de translation? On dit qu'un corps solide est animé d'un mouvement de translation si tous les points de ce solide se déplacent à la même vitesse et se déplacent dans la même direction ou le même sens. Exemple, la nacelle d'une roue, d'une grande roue de manège par exemple, ou une voiture qui fait une ligne droite. En tout cas, moi c'est l'exemple que j'ai lu. Mais je suis pas vraiment d'accord. C'est pas une voiture. C'est toutes les parties d'une voiture sauf les roues. Parce que les roues, elles se déplacent pas. Ou toutes les parties de la roue, bref, vous m'avez compris. Pour les... Ok. La carcasse de la voiture qui, elle, se déplace. Ok. Donc, maintenant, comment on fait pour une mise en mouvement de translation? Avec un corps. Il faut que vous trouviez le moyen de déplacer un de vos corps, donc 2 qui manipulent peut-être et un qui est manipulé, à la même vitesse, dans une même direction ou dans un même sens. Je triche moi un peu. Oui, mais c'est pour ça. Triche, on n'a pas beaucoup de temps, donc tu as le droit de tricher. Tu fais arbitre. C'est ma proposition. Je sais pas si c'est juste, hein. C'est ma proposition. Votre avis? Juste, pas juste? Oui, c'est bon. Moitié juste? Moi, je vais dire moitié juste. Le haut est juste. Le bas n'est pas si juste que ça. Moi, je serais d'avis que quelqu'un d'entre vous travaille un gainage et que les 2 autres déplacent le corps tel une statue. Et là, on sera dans un vrai mouvement de translation. Simone, translation. Allez. Et toi, tu gagnes tout ton temps. C'est bon, c'est toi l'objet. Il faut déplacer Simone. Non, c'est elle. Les points. Et c'est quoi, non? Non, sous les quoi? Sous les selles. Non? Il y a les pompiers, pas le Les points de côté. Tout ça pareil. À 3. Ah, ok. 2, 3. Ah bah. Ok, on n'est pas loin, mais on a trouvé. On a trouvé. Ok. Iron Man. Des choses comme ça. Ok, merci. Merci les volants, les applaudissements. C'est des extraits, c'est des notions, extraits de physique chimie collège 3e. Sur internet comme ça à l'arrache. Là où je veux en venir, c'est que l'année dernière, on a fait une formation pour... j'ai participé à une formation pour le DU, diplôme universitaire. Vous pouvez vous rasseoir. Merci beaucoup. Allez. Par rapport à cette formation, j'ai eu des retours assez intéressants. Mais parfois, quand même, comment dire, des remarques qui ont été assez perturbantes parfois. Ce que j'ai essayé de faire comprendre à ces personnes, c'était en 2 heures exactement ce que j'ai à faire avec vous en 20 minutes, 30 minutes. Il reste 2 minutes. Voilà. C'est là que je veux en venir. La gestion du temps, Sophia. La gestion du temps. Le temps. Bref, c'est une autre journée, ça. L'artiste,
ou l'art, les différentes matières artistiques, elles peuvent apporter un autre regard. Elles peuvent apporter la possibilité aux élèves d'avoir ou de ressentir de manière différente. Et c'est là où on parle de danse contemporaine, ou qu'on parle de graffiti, ou qu'on parle de calligraphie, qu'on parle de dessin, qu'on parle de peinture, qu'on parle d'art. C'est là où on a un rôle à jouer dans l'ajout de matière artistique dans les matières pédagogiques. Vous me direz, ça c'est fait depuis longtemps. Ça devrait être acquis. C'est acquis ça déjà depuis. C'est acquis. Depuis toujours. Depuis les temps ancestraux. On fait de la transmission aux jeunes et on leur transmet les savoirs de la tribu, de la société, de la communauté. On leur transmet les arts, on leur transmet les notions, les plantes médicinales, on leur transmet tout ça. Même dans nos sociétés occidentales, on le faisait. Aujourd'hui, et de plus en plus, moi j'ai l'impression que plus on avance, moins il y a la nécessité de l'art ou la possibilité d'avoir l'art dans le système scolaire. Sinon, on n'aurait pas eu besoin de venir vous voir. Qu'est-ce qu'on fait là déjà? On est venu vous parler de quelque chose d'évident. Le hip-hop, c'est un art, c'est une culture. Seulement le hip-hop, c'est simplement une culture, par rapport à ce que disait Pablo tout à l'heure, qui est jeune. C'est une culture qui est très jeune. 40 ans pour une culture, c'est rien du tout. C'est les balbutiements. C'est la naissance. Des cultures qui sont vieilles de 3000 ans, de 4000 ans. C'est rien, 40 ans. 40 ans, c'est juste que on n'utilise pour l'instant que 3%, presque rien en pourcentage par rapport pour la pédagogie dans la culture hip-hop. Le truc, c'est que nous, on doit apprendre avec nos grands frères et on doit apprendre par mimétisme, etc., etc. On a encore beaucoup de travail à faire pour développer le lien entre la culture hip-hop et la pédagogie. Et pour ça, on se sert entre autres de la danse contemporaine ou des arts contemporains qui, eux, ont des savoirs et ont des connaissances théoriques, pédagogiques, prouvées, et d'autres arts, entre autres. Mais on arrive à rebondir, et c'est là où le hip-hop est magique, c'est que il arrive à se mélanger à d'autres cultures aussi. Des cultures traditionnelles du monde entier, mais aussi des cultures contemporaines. C'est-à-dire que c'est comme un caméléon. Là où il va, il prend le meilleur, il prend l'identité, et il fait un coup de morphologique. C'est le hip-hop de cette vie, de ce pays, de cette culture, de cette génération, de cette époque. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que on parle de hip-hop, on doit parler simplement aussi d'art. Après, le hip-hop a aussi ses caractéristiques. Et cette notion de caméléon, ça en est une, d'après moi. C'est pour ça que le hip-hop, on peut le trouver partout. Je pourrais passer des jours et des jours et des jours à vous en parler, mais il faut que je m'arrête. Merci à tous. Voilà, c'était une petite brique. Question ou pas de question? Je vais faire comme Sofiane, je vais dire que j'ai préparé alors que... Page blanche. Alors, c'est cool parce que je suis le dernier, le plus jeune, du coup, je triche un peu, ils ont fait le travail, ils ont marché, ils ont tout dit. Du coup, moi, je suis juste là pour montrer un peu d'exemple, entre guillemets, et puis appuyer ce qu'ils ont, leurs propos. Moi, la question... pardon, Sofiane, c'est quoi la réponse à ta thématique, c'était quoi? Alors, je voulais pas mettre le grand frère, lui donner une colle, mais du coup, je me présente, je m'appelle Siman, je suis de Ifou, je suis danseur hip-hop à la base, et puis j'aime tellement rencontrer les gens
que j'ai appris à devenir autre chose. Maintenant, je suis slameur, acteur, baveur de canne. Maintenant, je me retrouve à faire un séminaire. Attends, je regarde, diplôme CAP. Je le rerange. CAP, tu peux le dire 4. Je ne sais pas si je serais capable de le faire. Je vais arrêter là. Je vais peut-être faire un petit atelier après et je vais... Normalement, on a 20 minutes de... Ouais, à peu près, ouais, c'est comme ça, on aura un temps pour... Mais je vais couper en deux. Je vais le couper en deux. Je vais vous parler 10 minutes et après, on va... Si vous avez des questions... du coup, pour revenir au hip-hop, il y a une question qui m'a vraiment intéressé, c'est quoi le but du hip-hop? Du coup, il faut parler individuellement, il faut parler par rapport au groupe, aux envies de chacun. Du coup, moi, le hip-hop, moi, je suis un jeune de Lifou. Mon papa, c'est un petit chef de tribu. Et du coup, moi, je suis né à Lifou, mais j'ai été dépêché à Nouméa. Et du coup, arrivé à Nouméa, j'ai dit, ça, Marie, vous voyez, de quoi tu parles? Carla. Du coup, choc culturel, j'ai été rejeté. Du coup, il m'a fallu quelque chose pour me rattraper à la vie. Sinon, je suis un peu comme Kubi, j'allais me mettre en l'air. Grâce au hip-hop, je peux le faire aussi, mais c'est plus esthétique. J'ai trouvé des gens en cercle, au damier justement. Ils se tapaient les mains et il y en avait un plus gros qui faisait... Il est encore vivant encore aujourd'hui, ça s'appelle Dédé. Du coup, je dis, mais là, j'ai caché tout, mais là, mais tcho, qu'est-ce que c'est que ça? Ça ressemble à la case. Parce que nous, le symbole chez nous de l'homme et de la case, c'est le cercle. Du coup, je suis rentré dans la case. J'adore, c'est vrai. Et je vous dis ça, mais moi, j'en avais pas conscience à l'époque. J'étais tout petit. C'est après que, encore une fois comme Kubi, c'est qu'on fait les choses, mais on s'en rend pas compte. C'est après qu'on se pose, après avoir fait les choses et que ça nous a fait du bien, on réfléchit. Ah, mais j'ai fait ça parce que... Ah, j'ai fait ça. Et les grands frères qui arrivent de métropole. Soufiane, c'est un de mes formateurs de formateurs. Il est arrivé en 2005, il devait repartir. Quand il est arrivé, il a fait hey, c'est chaud ici. Je vais rester. Moi, j'ai fait reste. Prends les claquettes, j'ai jeté à l'ifou comme ça. Oui, il y a le terme, c'est pas bien. Et du coup, le hip-hop, pour moi, à l'époque, le hip-hop, pour moi, à l'époque, pardon, j'ai des absences des fois, c'était de me retrouver soi-même et c'était surtout, mais j'en avais pas conscience, c'était revenir à mes valeurs. Le hip-hop, le cercle, la case, le respect, aussi le côté guerrier. Quand on fait un battle, on veut montrer ce qu'on vaut. Du coup, pour montrer ce qu'on vaut, on va s'entraîner pour augmenter la valeur. Il y a une certaine, comme à l'armée, il y a un cadre, il y a une discipline, rigueur, c'est le mot que je cherchais, j'allais dire cadre. Il y a une rigueur. Et du coup, j'ai évolué comme ça petit à petit. Et j'en étais où là? Moi, je me perds là. J'ai pas préparé ceci, mais je sais que ma ligne conductrice, c'est l'impensé. Vous expliquez l'impossible. Salamat Siang, quelle heure est-il? Salamat Siang, c'est ça? Ok, Salamat Siang. Et c'est expliquer l'impossible de pourquoi le hip-hop ne peut pas rentrer dans les cadres universitaires ou à l'école, au lycée. Et je me suis fait ma petite réponse, je vous la donne, vous la gardez, vous la chauffez dans votre micro-ondes intellectuel et vous pouvez travailler des réponses ou vous la gardez pour vous. Pour moi, c'est que, par expérience, peut-être que je me trompe, mais le cadre scolaire est trop intellectualisé. On essaie de donner des savoirs, mais par énonciation, pas par pratique. Et nous, le peuple océanien, ou l'homme en général, comme Soufiane l'a dit tout à l'heure, c'est qu'il y a des gens qui sont plus intellectuels, il y en a qui sont pratiques. Moi, je suis très très pratique, du coup, l'école, ça ne m'a pas intéressé. J'ai eu mon CAP pour faire plaisir. Et dès que je suis sorti, j'ai suivi la formation de Soufiane pour être pédagogue, pour transmettre le hip-hop. Et du coup, c'est là que j'ai appris les notions qu'on essayait de m'apprendre à l'école. Le poids, moi je le sens bien quand je fais le salto. Transfert de poids, je le sens quand je fais mes passe-passe. Mais j'en ai pas conscience. Du coup, pour moi, le hip-hop, c'était un vecteur de valeurs traditionnelles. C'est avec ça que je me suis rapproprié mes valeurs. Du coup, j'ai pu me tenir debout. Et maintenant, là, actuellement, c'est de comment on pourrait intéresser l'université pour intégrer le hip-hop dans vos cours.
Parce que, donne-moi un cours d'histoire, l'Allemagne, le situé et tout, c'était chaud. Mais je pense que je peux avoir 30 textes de slam dans ma tête qui peuvent parler de la géographie. J'apprends ça mieux que mon cours d'histoire. Comment trouver des choses transversales. Parce que tout se traverse. Et c'est ça que je trouve intéressant dans le hip-hop. C'est pour ça qu'on peut, enfin pour moi, qui est facile et qui est un peu évident, la culture, ma culture, je ne l'ai pas appris à l'IFU. Je l'ai appris en faisant du hip-hop ici. C'est un peu bizarre. Et je vais faire un peu mon malin. Dans la culture hip-hop, le slam n'est pas intégré dans la culture hip-hop. Il n'y a que ici. Parce qu'en fait, je suis là. Je suis danseur hip-hop. Et parce que je fais du slam, ben, les gens ils vont dire « Ah, dans le slam, dans le hip-hop, il y a le slam. » Non, c'est juste un mec qui bave la canne, en fait. Et qui dansait au départ. Et qui a trouvé, des qualités transversales dans le slam, pareil dans le hip-hop. Tout à l'heure, Soufiane, c'est super intéressant ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un lâcher-poids pour pouvoir donner un énoncé, c'est le poids, avec un mouvement. On peut faire la même chose en parlant. Et c'est plus direct. On dit le ciel est bleu, bah, tu le sais, tu n'as pas besoin de sortir et de regarder le ciel. Ah, c'est vrai que le ciel est bleu. Alors que la danse, c'est transmettre un ressenti. Donc c'est moins clair. Pareil comme le grand frère, je peux m'étaler comme ça des heures, mais je vais faire ma petite démo. J'aurais besoin que vous me donnez, vous réfléchissiez à un mot qui vous tient à cœur. Ça va être en 2 étapes. Donc moi je cherche juste un mot qui peut résumer tout ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure avec Kubi, avec Massouf et avec vos interventions et moi-même. Peut-être réfléchir, je vous laisse 1 minute. Un mot qui résume un peu le tout. Transversalité. Peut-être que quelqu'un, moi je trouve intéressant, vraiment intéressant, la proposition. Transversalité, qui a une meilleure ou une autre proposition qui se rapproche un peu plus du cochon. Donc les proches, vous avez transformation. Transformation. Pas mal. Moi j'aime bien transformation parce que c'est la musicalité du. Transmission. Mouvement. Passerelle. Ok. Transposition. Transposition. Ah, c'est pas mal ça. Transposition didactique. Je vous ai dit que j'ai fait qu'un CAP. Mon ski. Applaudissez-le. Transformation, transposition, transmission, transversalité. Transversalité. Ouais. Non mais t'inquiète, moi, même en parlant, je fais des fautes d'orthographe. Cheval 2019. Première fois que je mets un cheval. Pardon. Mon cousin en plus, pardon. Mouvement. Mon nom c'est Siman, mais en fait ça me vient de mes ancêtres il y a 300 ans de Eatélé de Ro. En fait on prononce Timan, parce que quand je parle, les gens ils pleurent. Pour ceux qui n'ont pas la traduction, Simané ça veut dire pleurer en marée. Voilà. C'est un clan qui devait se faire bouffer à marée, ils se sont sauvés à l'Ifou. Ils sont plus gentils à l'Ifou. Voilà. Du coup je suis de l'Ifou, mais j'oublie pas mes racines de Limoné. Alors, transformation, transposition, transmission, transversalité, mouvement. On peut en prendre encore. Passerelle, ah oui. Madame Siapo, vous avez un mot à proposer? Syncrétisme. Tu vois le profond désarroi dans les yeux.
Je crois en rien, moi. Je suis athée. Qui veut dire? Tu peux me le redire? Ben lui, même moi je ne sais pas écrire. Hein. Merci monsieur Kubi. Ben, je monte de loin. De loin c'est joli, mais de près c'est loin d'être joli. Oh, alors, transformation, transposition, transmission, transversalité, mouvement, passerelle, didactique. Le mot que je déteste, syncrétisme. Peut-être la signification. Il ne faut pas avoir peur d'être bête et de poser la question et de savoir après. La prochaine fois, dans un salon, je vais faire syncrétisme. C'est... J'ai oublié la définition, je vais demander. Oh, Corinne, allô? Alors, le slam, pour un exemple tout bête avant de commencer mon impro, on a commencé il y a 3 ans avec madame Justin. Gustin. J'ai dit Justin? Gustin. Madame Brigitte Gustin, elle organise un concours d'éloquence à l'université, ça fait 3 ans. Et j'allais dire, elle m'utilise. J'interviens souvent à l'université. Oui, je suis pas un élève, mais on me voit souvent. Il y en a, je vois des têtes qui voient ça. Pour donner des cours d'éloquence via le slam. Voilà. Moi, c'est une manière détournée d'utiliser la culture hip-hop, sachant que le slam ne fait pas partie de la culture hip-hop, mais bon. Le rap aussi. Pour intéresser, vous intéresser. Donc, si vous êtes intéressé, tous les vendredis soirs, je suis au L36 de 18h à 20h. Voilà, je me fais la pub. Pour proposer des cours de slam. Et si vous voulez participer au concours d'éloquence, voilà. Du coup, c'est oui. Enfin, ça, c'est la promo de l'année dernière. Voilà. Contre les Tahitiens. Ouais. Du coup, j'adore le mec qui est là, il est avec son téléphone. Ça, c'est la nouvelle génération. Ok. Ah, mais mince. Je vais... Ah, je vais bien. Ah, merci. En fait, c'est un exercice qui est très nouveau pour moi. Je l'ai fait 3 fois. Du coup, peut-être... Ouais, je fais 3 fois, ouais. 3 fois 100, oui. 3 fois 100. Peut-être face au public? Non? Comme ça, ok. 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 Je voudrais faire un texte, faire un slam pour toutes les générations. Leur dire que le monde est en pleine transformation. Et on a besoin, pour un monde qui est souvent en mouvement, de transmission, mais de la bonne façon. Donc, voilà la réalité. Il faut beaucoup plus de transversalité. C'est ça la tactique, aussi en didactique. Créer par rapport au sol et au ciel des passerelles physiques et spirituelles, matérielles et immatérielles. Dédicace à la culture. Tu connais déjà? Si Tcheda? Bon, on fait comme ça. Syncrétisme. Je sais pas, ça va avec quoi? Mais bon, je continue. Je continue pour la frime. Besoin de co-construction. 2 mondes qui se collent. Créer une fusion. Mais toujours garder la même valeur. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de voleurs. Donc, moins de individualité. Créer le partage. Comme les claquettes qui se larguent sur une plage. Censuré là. Non, mais ça fait partie de la culture. J'ai l'expérience, je te l'assure. Et par rapport à notre culture, besoin de réappropriation avec des nouvelles. Des
des nouvelles générations. Ouais. Réappropriation, mais le génération, je peux plus, il est déjà barré. Donc je reprends, j'espère que j'ai votre attention. Continuons. Par rapport au mot réappropriation, créer une nouvelle reformulation pour que dans nos têtes, il y a plus d'harmonie. C'est bon, mon impro est fini. Oh, t'as pleuré. Mais non, faut pas pleurer. Ah oui. Non, mais la pleurer, c'est tellement c'était nul en fait. Du coup, si vous avez des questions, en fait, j'étais venu dans un délire de répondre à des questions au lieu de plus parler. Donc, si vous avez des questions, nous sommes là par rapport à l'intervention de Kubi, de Massouf, moi-même. Voilà. Pablo aussi, qui se cache. La clim est en panne, car je suis. C'est pas le stress. Moi, je voulais déjà vous remercier vraiment infiniment. C'est vraiment un très grand plaisir et honneur de vous recevoir aujourd'hui. Moi, j'étais convaincue déjà avant votre intervention de la richesse de cet art et en quoi cet art pouvait faire des ponts justement entre les savoirs, entre la culture scolaire et les cultures dites urbaines, qui sont des mondes carrément un peu étanches. J'avais une question un peu simple, mais qui n'est pas évidemment si simple que ça, avec l'idée que est-ce que vous pensez que ce serait bien que le hip-hop rentre à l'école et de quelle manière? Parce que moi je vois tout de suite, avec mon regard maintenant et l'expérience que j'ai, c'est que toutes les expériences en fait qui viennent de la rue, ou toutes les pédagogies par exemple, les grands pédagogues qui viennent du Brésil, de France ou d'ailleurs, qui ont réussi un petit peu à révolutionner les choses. Dès qu'on a voulu rentrer leur expérience dans l'institution, ça s'est transformé en du grand n'importe quoi. L'âme de départ, les valeurs de départ des grands pédagogues, lorsqu'on a voulu les faire rentrer à l'école, que ça a été broyé en fait par la grande machine institutionnelle pour devenir à nouveau quelque chose qui ressemble à une matière scolaire, quoi. Moi je suis didacticienne, je suis désolée, c'est pour ça que je l'ai utilisé tout à l'heure le mot didactique, enfin entre autres. Et donc parmi les questions que je me pose en tant que chercheur, c'est comment bien sûr intégrer à l'école les différentes cultures des élèves. Ça, c'est une question qu'on pose depuis de très nombreuses années et qui sont très très importantes en France, en Calédonie, dans n'importe quel pays bien sûr. Voilà, mais du coup c'est comment on fait. Et quand par exemple récemment l'exemple de la Nouvelle-Calédonie, c'est qu'on a introduit la culture kanak, alors moi ça me gêne un peu quand même le singulier du coup, à l'école, mais entre la culture qu'on vit en dehors et celle qu'on va enseigner dans les cours, il y a eu entre-temps donc une transformation, une transposition en fait didactique qui fait que personnellement je ne suis pas du tout convaincue par ce qu'on va faire dans les classes. Voilà, c'est une question que je pose, mais comment faire pour pouvoir conserver en fait toute la valeur des valeurs du hip-hop, mais pouvoir en même temps participer bien sûr à accompagner les élèves. Et vous l'avez dit, parce que ça c'est hyper important, ce que vous pouvez faire, c'est venir, pour moi c'est en amont, avant que les élèves soient en souffrance ou en situation de décrochage et d'échec scolaire. Il y a combien de questions? Comment l'intégrer? Non, c'est une vraie question. Alors, je pense qu'il y a plusieurs réponses. En tout cas, moi, de ce qui me vient, j'ai déjà plusieurs réponses en tête. La première, c'est que je pense, peut-être pas partout, mais en tout cas, l'art est déjà à l'école. Il y a plein de travaux, il y a plein de projets qui datent pas que de la dance hip-hop ou de l'art hip-hop, hein, mais depuis les artistes contemporains, depuis les années 50 et même bien avant ça, il y a beaucoup de projets de commissionnement, enfin de
réflexion autour de la pédagogie et des notions artistiques. Donc les projets, il y a plein de projets qui ont émergé grâce à ça, les projets, les classes PAC, les projets artistiques et culturels, les classes à projets artistiques et culturels, les ateliers artistiques. Maintenant, effectivement, c'est intéressant ce qui est souligné aussi, c'est comment, que l'art puisse entrer dans les établissements scolaires, c'est une chose. Maintenant, comment faire pour qu'il existe dans l'éducation et dans les établissements scolaires. Et ça, c'est une autre chose. Je pense qu'on est tous intervenus dans des milieux scolaires, dans des écoles ou dans des classes. En tant que danseur perso, aujourd'hui, je fais vraiment attention parce que je me méfie du côté récréatif que ça peut avoir et du côté garderie. C'est-à-dire que du coup, on est complètement dans autre chose qui ne sert ni la classe, ni l'enseignant, ni l'artiste. Mais on a quand même cette chance-là d'avoir une porte ouverte. Donc, on ne va pas non plus la refuser, on essaye d'y aller. Maintenant, c'est vrai que dans beaucoup de cas de figure, ça nécessite un travail, à mon avis, qui est même pas double, qui est quadruple. Parce que pour retranscrire des savoirs artistiques ou des savoirs, pour passer du savoir artistique au savoir scientifique ou l'inverse, du savoir scientifique au développement artistique, à la création artistique, par exemple sur le poids, juste là, en une après-midi, on peut faire une création d'1 heure ensemble. Juste avec ce mouvement-là. On peut faire une création d'1 heure. On met ça en musique, on donne des timings différents. Il y en a un qui le fait en haut, il y en a un qui le fait allongé, il y en a un autre qui le fait assis, il y en a un autre qui le fait au sol. On le fait par 2, par 3, par 4, ensuite ça change. On a 1 heure de spectacle comme ça. Mais ça nécessite un vrai travail de la part de l'artiste, mais de la part de l'enseignant. Et là, je pense que c'est une des difficultés, c'est que ça demande beaucoup de travail. Alors, les enseignants aujourd'hui, pour la plupart, ils sont déjà submergés de travail. On ne va pas non plus leur jeter la pierre, mais je pense que c'est un système entier qu'il faut repenser pour que cette case, pour que cette matière, pour que ces matières artistiques existent au même titre que des mathématiques, que de l'histoire ou que de la géo. Et l'écriture, de la peinture, de la danse. Personnellement, je pense que si on veut l'intégrer correctement, il faut qu'on l'intègre avec son intégrité. Un exemple tout bête, c'est que voilà, le système scolaire actuel, il nous note entre nous. Tu vois, ah toi t'es pas bon, t'as une mauvaise note, ah toi t'es meilleur, ah toi t'es... Alors qu'en hip-hop, on est meilleur que soi-même en fait. Donc déjà, le système de notation, ça pourrait pas du tout être le même. Le système de classe non plus, ça pourrait pas être le même. Ça pourrait pas être ça, quoi. Faudrait qu'on soit tous à la même hauteur. Pas quelqu'un de debout, quelqu'un d'assis, on serait tous assis par terre. Il n'y aurait pas de prof et pas d'élèves. Quand je donne mes ateliers graphes, que ce soit en milieu scolaire, en tribu, en quartier, peu importe, les premières choses, c'est ok, moi je suis pas un prof et vous n'êtes pas des élèves. On est dans un échange. Vous pouvez m'apprendre des choses et moi je peux vous en apprendre. Mais je reçois aussi. J'ai beaucoup appris, énormément, de tous les ateliers que j'ai fait avec mes jeunes. Énormément de choses. Une fois, j'étais à PLK pendant 3 semaines, on a fait un gros atelier à Pierre-Banquette. Et il y a un jeune, je dis, mais ça serait bien de faire des feuilles. Pour la petite histoire, c'est que ce graphe a été fait à Païta en atelier. C'est des jeunes et moi qui les ai aidés à faire ça. Ils n'avaient jamais touché une bombe de leur vie. Donc on peut leur faire des grandes choses. Et je dis, ça serait bien de faire un feuillage sur le fond. Et je vois un mec qui part dans les brousses. Et il est déterminé. Je revois la scène comme c'était. Il arrache une branche, il revient. Il met la branche sur le mur et il bombe. J'ai dit, mais mec, t'as appris ça où? Je sais pas, j'ai eu l'idée. Ok, terrible. J'utilise encore cette technique à l'heure actuelle, c'est facile, c'est comment? Ça me va, c'est trop bien. Donc il m'a appris un truc de dingue. Donc il faudrait qu'il y ait un échange, il faudrait déjà qu'il n'y ait pas un rapport prof-élève, il faudrait pas qu'il y ait un rapport notation pur et dur, il faudrait pas qu'il y ait une hiérarchie entre les gens et tout. Ça serait compliqué, hein, parce que je pense que
faudra avoir des heures de table tournante et de brainstorming pendant un bon moment. Juste pour compléter, oui, effectivement, amener l'art à l'école, on sait ce que ça amène, ça développe l'imagination, la créativité. Aujourd'hui, on en a besoin de la créativité. Quelqu'un qui est créatif, il sera plus facilement embauché, il aura plus de capacité d'action dans n'importe quelle société où il doit travailler. Voilà, ça développe énormément de choses, on le sait. Juste avec le hip-hop, justement, je pense que ce qui est différent, c'est que, tout art est engagé, mais le hip-hop, voilà, ça, c'est né d'une contestation sociale à la base. Quand on le sait, quand on l'apprend, quand un dialogue se fait avec l'éducateur ou l'animateur, parce que du coup, le professeur, en intégrant le hip-hop à l'école, il se transforme aussi, enfin l'idée c'est qu'il se transforme lui aussi. Comme il disait, qu'on décloisonne ce rapport, qu'on désacralise cette notion entre prof et élève, et que ça devienne un rapport beaucoup plus simple. Je trouve que par exemple le travail des animateurs dans le quartier n'est pas assez valorisé, mais ou formateur c'est autre chose. Et s'instaure un dialogue. À partir du moment où s'instaure un dialogue, on sort un petit peu de vous apprenez ce que je vous dis, c'est linéaire. Alors s'il y a un dialogue, il y a une façon différente d'appréhender la chose. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais c'est voilà. Je pense que peut-être que le hip-hop possède aussi ça, une notion où on est obligé de se mettre à nu quand on écrit un texte, quand on va graffer, on est obligé quand on va danser, on est obligé de se lâcher au bout d'un moment et de faire appel à des choses qui sont enfouies au fond de nous. Et peut-être qu'avec cette rage justement qu'on a eu à un moment donné, quand on a pris la plume pour dénoncer un truc, on a pris la bombe pour aller peindre un train, quand on s'est engagé sur des créations, on a fait quelque chose de fort. Au bout d'un moment, on a fait appel à quelque chose au fond de nous. Et peut-être que si on réussit à transmettre ça, justement, à faire cet échange-là avec des élèves, peut-être qu'on arrivera à faire, qu'ils arriveront à faire parler d'eux et à intégrer leur culture dans ça. Enfin, je sais pas, c'est peut-être un levier, en tout cas. Merci beaucoup. Simone, est-ce que tu souhaiterais réagir sur la question de comment non, le je ne syncrétisme? Je ne sais pas ce que ça veut dire, syncrétisme. Quelqu'un peut donner la définition de syncrétisme à Simone, s'il vous plaît? C'est un mélange de culture. Merci beaucoup à tous les trois. À mon tour, j'aimerais inviter aussi chacun de vous, mais aussi les étudiants, les collègues dans la salle, venus découvrir cette fameuse passerelle didactique. Chacun d'entre nous a son propre parcours et moi je m'intéresse beaucoup à des tournants, à des moments de bascule, où il y a eu un avant, un après, et c'est que rétrospectivement qu'on arrive à comprendre pourquoi on a basculé. Donc sur la question didactique, elle peut être abordée à travers la notion d'évaluation ou encore de pédagogie. J'aimerais connaître vos tournants, vos moments de bascule, à l'école ou à l'université, où vous avez trouvé un sens à votre démarche scolaire, formative ou universitaire. Même si vous n'avez pas été inspiré par la scolarité en général, il y a forcément des rencontres ou des moments ou des expériences pédagogiques ou encore un événement dans sa vie personnelle qui nous a fait comprendre, réaliser pourquoi apprendre est devenu non seulement important, mais signifiant pour vous. Donc là, c'est micro, open mic. Je fais un beatbox pour un freestyle. Du coup, je vais reprendre et je vais jeter un... Oh, je vais vous faire un slam sur le syncrétisme. Je vais jeter pas des fleurs à Sofiane, mais un jardin carrément. Moi, à la base, je suis très intelligent. Vraiment. Moi, je suis très sensible. Je fais un truc, je mange un truc qui est bon, ben je continue. Un truc que j'aime pas, je le mets de côté. Et la danse, ça m'a fait du bien, mais c'est tout. Et du coup, je dis c'est tout, c'est beaucoup de choses. J'ai dansé parce que ça me fait du bien et je prenais pas conscience de ce que je faisais. Voilà, ceci-là, c'est le concept qu'on a essayé de voir tout à l'heure avec Soufiane, avec son exercice de... C'est quoi le mot déjà? Translation. Je l'ai oublié. Et... ça se voit que je ne viens pas souvent. Et du coup, la notion de poids, la notion d'espace, je l'ai découvert en formation avec Soufiane, et c'est là que ça a fait ting, et la transversalité,
En fait, la formation de la pédagogie, moi, ça m'a détaillé la danse. Avec la danse, on fait ça, on fait ça, on fait ça, et on coche plein de trucs. Et du coup, j'ai transposé sur le slam. Avec le slam, il y a l'élocution, il y a la respiration, il y a le français, j'ai encore du mal. Il y a aussi les autres langues. Il y a le djeu, il y a le bahasa, il y a le tok-tok, il y a le palalao. On touche plein de... Avec la pédagogie, dès qu'on comprend la pédagogie, on peut détailler plein d'objets. Tu as la possibilité de prendre un objet et de détacher pièce par pièce. Et du coup, j'ai pu faire ça avec toutes les activités qui ont pu se proposer à moi, comme le théâtre, comme le slam via Paul Wamo, théâtre via Richard Digoué, Sylvain Lornier, la danse via la danse consciente via Sofiane Karim. Le cinéma. Le cinéma. Non mais cinéma, c'est... Je suis un mec de les fous, c'est normal déjà. Avec devant la caméra. C'est bon, c'est... Ouais. Non, je rigole. Hey, non, je suis comme vous. Je suis comme vous. Ça, c'est un message personnel. Je suis comme vous. Je confondais l'humilité et la timidité. C'est pas pareil. Ça, c'est un message personnel que je vous adresse d'abord. Il faut arrêter de croire que... Parce qu'on montre qu'on est timide, qu'on a l'humilité en nous. On peut être des gros fouilles et faire semblant d'être timide. On peut être humble et montrer qui on est, notre valeur. Ça, c'est mon message personnel. C'est ça que je transmets dans le hip-hop. Et j'ai pris conscience de ça avec des grands frères comme Kubi, Pablo, Sophia, derrière. Et du coup, pour moi, c'était quand? C'était en 2005 qu'on s'est rencontrés. C'était en 2005. 2005. Kéféry, au Kéféry. Il dit, Alexia, Simon, tu fais quoi? Après, j'ai fini mon lycée, j'ai eu mon CAP en plein de commerce multispécialité au lycée Escoffier. Je dis, tu fais où? J'étais à ma mère que j'ai réussi. Ok, il y a une formation avec Soufiane, Olivier Lefrançois et Tayeb Benamara et puis Stéphanie Nataf. Tu vois, je me souviens des profs. Sauf que le seul qui m'a marqué, c'est lui, il est encore là. Du coup, moi, mon déclic, c'était de comprendre la pédagogie, qu'il y a une réflexion derrière la pratique. Il y a des gens, ils jouent au foot, mais ils ne savent pas que dans le foot, il y a le rebond, il y a le sport. Pour vous, ça a l'air évident, mais moi, danseur de quartier, RS, soit il faut savoir bagarrer, soit il faut savoir voler pour être quelqu'un. Et du coup, moi, j'ai passé par la danse, mais je ne connaissais pas la danse. Du coup, lui m'a expliqué, viens là, oui, pote. Tiens, Miguel, quand tu fais ça, tu es en train de faire ça. Ah, ding. Et du coup, j'ai fait la pédagogie, mais dans toutes les cultures ou tous les arts qui sont présentés à moi. Et en Calédonie, c'est petit, du coup, maman Richard, comment on fait le... Ok, pour le moment, comment on bave la canne? Ah, ok. Astro, comment on fait ça? Et du coup, voilà. C'est quand j'ai compris la pédagogie. Voilà, pour les... Je tiens à préciser que Simon ne fume pas. Non, pas besoin. Il est tombé dedans quand il était petit. Moi, mon déclic, comme je vous disais sur l'introduction, ça a été ma prof de français pour ce qui est l'écriture, l'orthographe et tout. Je fais toujours des fautes, mais t'as vu moins quand même, c'est chaud. Beaucoup moins, mais vraiment beaucoup moins. Elle s'appelait Madame Burn, je me rappelle. Je te jure, je n'osais pas le dire tout à l'heure. Maintenant, on est à l'aise, on est en famille, on se connaît depuis 2 heures. Je vous jure que c'est vrai, j'invente rien. Elle était super mignonne en plus. Non mais c'est vrai les gars, c'est pas de ma faute, je vous jure que j'invente rien, c'est vrai. Mais elle m'a beaucoup marqué parce qu'elle m'a fait comprendre qu'en fait c'était important, tu vois. Bon, moi je comprenais pas, tu vois, j'allais à l'école, genre, et on m'apprenait le théorème. Qui s'est déjà servi du théorème de Pythagore dans la vraie vie? Ou de Thalès, ou de je sais pas qui. On en a rien à foutre. Non mais sans déconner, c'est la vérité, tu vas jamais t'en servir dans la vraie vie. À la rigueur des tables de multiplication, tu vois, pour compter vite, voir si l'épicier t'a pas arnaqué sur ta monnaie. Mais le théorème, jamais tu l'as utilisé dans ta vie. Pourquoi on nous apprend? Oui, viens, on passe vite là-dessus, ok c'est bon, allez viens on passe à autre chose, on va faire des choses intéressantes qui vont nous servir dans la vraie vie. Moi c'est ça que je comprenais pas. Vous avez vu comme je bouge partout, va me faire tenir 2 heures, mais moi vous êtes mes idoles. Je pouvais pas rester assis comme ça 2 heures, c'est pas possible. À écouter quelqu'un qui me parlait et puis qui me racontait la vie. Moi je voulais aller découvrir dehors la vie, tu vois. C'est vrai, je voulais découvrir les choses dehors de moi-même, tu vois. Je voulais pas
Qu'on me dise, bah voilà, tu vois, ça c'est comme ça. Non, viens, je vais le découvrir, je vais mettre le doigt sur le feu, je vais me brûler, je vais dire, ah oui, ça brûle. Non, c'était ça. Et par contre, moi, ce qui m'intéresse vraiment, pour qu'on ait un échange, parce que peut-être un jour, je sais pas, je serai à votre place, mais c'est comment vous avez eu le déclic d'aller à l'université? Parce que moi, quand on m'a dit à l'université, il y a des cours, ils sont pas obligés, et d'autres, ils sont obligatoires, jamais je vais aller à ceux qui sont pas obligatoires. Je suis à la plage, je te dis direct. Il n'y a pas que les heures où je dois être là, je suis là. Mais sinon, je suis pas là, jamais j'aurai avancé, c'est mort. Moi, il me faut des heures, ça. Tu viens à 8h, midi, tu repars à 14, tu finis à 15h. Ouais, ben oui, c'est mort. Non, mais vraiment, ça m'interroge. Est-ce que vous avez toujours été intelligent ou c'est venu comme ça? Est-ce que vous avez genre une personne dans votre vie qui a été justement un déclencheur et qui d'un coup, oh, putain, je vais aller à l'université, c'est sûr. En arrivant ici? Moi, c'est personnellement mes enseignants. Bah, je pensais pas venir ici à l'université déjà. Donc, merci beaucoup aux enseignants. Parce que ben, voilà, le déclic, déjà savoir une salle académique, c'est pas forcément le déclic. Il y en a, ils sont agressés par leurs parents. Il n'y a pas le jour, c'est ça on l'a senti. Ouais, voilà, il y a des choses comme ça. Mais moi j'ai vécu la même. Ma mère elle a grandi au Maroc, elle est arrivée en France à 16 ans. Ma mère c'est une blédarde, je t'explique, elle s'énerve, tu pleures. Elle faisait, tu vois quand Jamel il parlait des lancers de claquettes, ma daronne c'était ça. J'étais au parc en face, il était à 10 mètres, on était assis sur un banc, on était 5, et ben elle m'en payait moi. Donc ouais, elle m'a dit tu as le bac, j'ai eu le bac. C'était le minimum du contrat, tu vis sous ce toit, je paye le loyer, tu vas passer ton bac. C'était ça le deal. Donc ouais, je connais ça. C'est obligé, sinon c'est mort. Et il y en a d'autres qui ont eu des personnes comme ça, déclencheuses ou des choses qui les ont menées là, justement. Je pense que vous n'avez pas vu de la lumière, vous êtes rentrés, vous avez dit. Alors moi, c'est ma fille, l'arrivée de ma fille, ben voilà, ça a eu un déclic dans ma vie. J'avais commencé d'abord en fait, je suis partie en métropole, j'ai fait un BTS, mais après comme j'aimais pas, après voilà, j'ai travaillé un peu, puis voilà, il y a eu ma fille, et c'est là que voilà, je voulais déjà faire, je voulais travailler dans l'enseignement et tout, la langue, ma culture m'intéressait, et du coup, ça m'a poussée à rentrer à l'université. D'accord, donc c'est un déclic de vie en fait. C'est intéressant. Moi j'aime beaucoup cette remarque-là parce que justement, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux deux mondes de l'école et du hip-hop, il y a une chose qui différencie vraiment. Moi je parle ne serait-ce que du graphe, juste de la partie graffiti. Il y a une chose qui est fondamentalement différente avec nos sociétés en général, c'est qu'on le veuille ou non, on fait tout par intérêt. Nos fréquentations sont par intérêt, nos choix sont par intérêt. Je ne parle pas que d'intérêt financier, attention, loin de là. Mais si on a un diplôme, c'est pourquoi? C'est pour avoir un boulot, sinon tu t'arrêtes en CAP et tu vas faire un boulot tu vois, où tu vas gagner 150 000 et puis tu galères toute ta vie. Je pense que si tu as envie d'aller plus loin dans les études, c'est pour avoir un boulot où tu seras mieux payé, où tu feras quelque chose qui te plaît, tu vois. Tu vas fréquenter des gens parce qu'ils t'apportent quelque chose de positif dans ta vie. Si quelqu'un il te fait pas rire, il t'apporte pas d'opportunité d'être bien, si tu traînes avec, t'es l'abbé Pierre, tu vois, c'est vrai, tu vois. Et nous, juste pour finir, c'est que le graphe, par exemple, moi quand j'ai commencé, on allait voler des bons, on allait graffer, on prenait des risques de se faire arrêter, de prendre une amende, de finir en prison, mais on n'avait rien à gagner. Jamais de ma vie, tu m'aurais dit à 13 ans, à 30 ans, tu vas en vivre, j'aurais rigolé. Des vivre de quoi? De faire des trains? Jamais de la vie, on va me payer pour ça, tu vois. Mais nous, il n'y a aucun intérêt dans ce qu'on fait. On n'a pas d'intérêt. On le fait parce que ça nous fait vibrer. C'est qui a le micro? Voilà, moi en fait ce que je voulais dire c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, des jeunes qui sont au lycée, ils sont dans la même situation que moi. Il y en a qui sont pas, c'est pas qu'ils sont pas intéressés après l'école, c'est juste que on leur donne pas l'envie d'être intéressés. C'est juste ça. Et puis
c'est pas quelque chose de... Enfin, moi, je suis pas à part, c'est juste que... Ouais, j'ai eu de la chance. Grâce au bouche à oreille, j'ai pu m'intéresser à cette... ce prof. Et merci. Merci. Je voulais dire juste un petit mot. Alors moi je travaille dans le hip-hop, mais à titre bénévole. Hein. Bon, c'est pas mon métier. Je travaille dans le secteur de la culture, je travaille à la médiathèque de Boulari et je gère un espace numérique. Et je tiens à vous dire que quand même vous êtes chanceux d'être ici. Parce que des jeunes qui ont votre âge là, qui n'ont aucune qualification, qui galèrent dans la vie, moi j'en vois tous les jours. Et à ces jeunes-là, quand j'essaie de faire un travail avec eux, alors on a monté une association des jeunes du quartier, on a fait des ateliers CV, lettres de motivation. Ils n'ont rien, hein. Ils n'ont aucune expérience. Ils n'ont aucun diplôme. Ils ont arrêté l'école à 16 ans, ils ont 22 ans, ils font rien là, depuis des années. Fument, boivent. Vous en connaissez dans vos quartiers, dans vos maisons, dans vos tribus, il y en a plein. Il y en a plein. Il y a 4500 jeunes qui décrochent chaque année de l'école. 4500, on va faire quoi demain? On est en train de construire un pays. On est en train de construire un pays. On va faire quoi demain? Donc, avoir ce déclic-là dont on parle, c'est important. Si vous êtes ici, là, c'est que vous avez un chemin à suivre. Peut-être que vous allez vous tromper. Hein. Peut-être que l'université, demain, ça ne va plus être pour vous. Mais c'est important quand même de conserver quelque chose pour votre avenir. Moi, je le vois avec eux, là. Quand je leur demande, ils ont votre âge, hein, quand je leur demande, Frangine, tu veux faire quoi? Je ne sais pas. T'as une envie? Ah ouais, fais. T'as un désir professionnel, une envie, une motivation, un rêve. Un rêve, frère, je lui demande ça. Est-ce que tu as un rêve? Ah ouais. J'ai pas de rêve. Le garçon, il a 20 ans. Il a déjà des tatouages partout. Il a déjà un casier, peut-être. On s'en fout, c'est pas important. Mais il a plus de rêve, tu vois. Et moi, je me suis dit, quand j'ai commencé le hip-hop, là, quand j'étais en 3e au collège de couture, voilà, à l'époque, je voulais faire photographe animalier, tu vois. Ça n'a rien à voir avec l'histoire, mais bref, j'avais un truc, tu vois. Avec les petits jeunes avec qui je travaille au collège, on fait souvent des petites causeries, des temps de parole, tu vois, puis j'aborde la question pour le développement personnel, j'aborde la question de tu veux faire quoi plus tard? C'est quoi ton rêve? T'as envie de faire quoi, machin? Juste pour titiller, tu vois, pour voir. Mais il y en a plein qui me disent plein de trucs. C'est quoi ton rêve? Ah, moi je vais aller aux États-Unis. Mais voilà, mon frère, c'est chaud. Toi, t'as un petit rêve. C'est cool. Un jour, tu iras aux States. Voir Trump, là, t'en vas Trump, là. Et tu vois, on a. Alors, je sais pas à qui c'est la faute, hein, mais on est sûrement presque tous responsables de ça. Le système éducatif calédonien, il est sûrement à revoir, et c'est bien que, du coup, les compétences, elles sont à la Calédonie depuis quelques temps. Là. Il faut qu'on reconstruise les choses. C'est pour ça, quand on fait un séminaire comme ça avec la place du hip-hop dans les milieux académiques, je pense que c'est vraiment... Il faudrait qu'on réfléchisse profondément à ça, parce qu'il y en a plein, là, qui sont en dehors de tout système, et on ne sait pas quoi faire d'eux. Et ils sont de plus en plus nombreux chaque jour. C'est nos frères, c'est nos sœurs. Et ils sont là dehors. Et je peux te dire, mon frère, que c'est dur. Moi, j'en ai une quinzaine comme ça chaque semaine. Ils viennent me voir. Ils font l'ordinateur, Facebook, machin. Puis j'essaie de leur dire, les frangins, on fait quoi aujourd'hui? On va essayer de postuler quelque part. Tiens, là, regarde, service civique, là, CV. Ah, en fait, ça marche jamais. Donc là, voilà, moi, j'ai pas la réponse à ça. Hein. C'est un constat. Et ça fait peur. C'est pour ça que quand on parle de déclic, c'est important de conserver ça au fond de vous. Parce que, là, non, on l'a eu peut-être. Aujourd'hui, peut-être qu'on s'en est sorti avec le hip-hop, peut-être. Mais voilà, qu'on ait le hip-hop ou pas, ou autre chose. Qu'on ait des parents, des enfants, tout ça, c'est important d'avoir quelque chose qui nous pousse, de conserver ça. Voilà. C'était un petit message.